bonjour à toutes et tous, hein, pour ceux on n'a pas encore, salués. Meilleurs vœux, également à vous, toutes et tous. Du coup, bah, voilà, c'est le premier webinaire, de l'année. C'est le sixième du parcours, hein, qu'on a commencé en septembre 2022 et qui se terminera en juin 2023. Et donc aujourd'hui, on est ravis d'accueillir, Élodie Camille Lemoine, qui est docteur en philosophie, qui est chargée de mission scientifique à l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes, qui est aussi conférencière. On va vous laisser, vous présenter plus amplement, Élodie. Vous intervenez aussi en IFSI avec les internes en médecine, à l'école de Malutique. Voilà, on vous laisse vous présenter et on vous relaiera, toutes les questions du chat, voilà. Bah, écoutez, merci, beaucoup, hein, pour cette invitation. Du coup, voilà, ce temps de réflexion et d'échange, qui est prévu depuis, quelque temps maintenant. Donc je vais juste prendre un petit temps pour effectivement me présenter parce que peut-être que, voilà, j'ai un profil un peu différent des intervenants que vous avez l'habitude d'avoir. Je veux dire un petit peu ce que je fais parce que ça va avoir quand même de l'importance sur la teneur de mon propos après. Donc, effectivement, depuis une dizaine d'années maintenant, je suis, chargée de mission au sein d'un espace de réflexion éthique, celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, ce type de structure, mais je souhaitais vous en dire quand même quelques mots, au moins pour vous informer qu'elles existent et pour vous expliquer un petit peu ce qui s'y fait. Depuis à peu près maintenant, 10 à 15 ans, il existe dans chaque région, en France, des espaces de réflexion éthique. Donc ils sont, installés au niveau régional et donc sont coordonnés autour de plusieurs missions en lien avec l'éthique en santé. Donc, on est vraiment sur une réflexion éthique dans le champ de la santé. Et le but de ces espaces éthiques, c'est donc de répondre à différentes missions. Il y a une mission de formation, donc à la fois initiale et continue. Donc, la formation initiale va nous faire intervenir en fait dans les diplômes en lien avec la santé, donc à un niveau d'enseignement supérieur. Donc, ça va être effectivement les facs de médecine, les écoles d'infirmiers, infirmières, de sages-femmes, voilà, les métiers de la rééducation, etc. Et un niveau de formation continue. Donc, cette fois, c'est plus auprès des professionnels qu'on va s'adresser, aux professionnels auxquels on va s'adresser sur des questions d'éthique de la santé, de façon thématique ou de façon assez générale. On a également, une mission d'organisation d'événements, donc à la fois pour les professionnels de santé, mais aussi, et là c'est important, pour le grand public et les citoyens, sur toutes ces questions qui touchent, l'éthique finalement telle qu'elle peut exister dans le soin. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être que ça fera écho à des choses, que vous suivez, mais en ce moment a lieu un débat national sur, la question de la fin de vie. Dans l'optique, peut-être d'une nouvelle loi, ça n'est pas sûr, mais c'est une possibilité. Et donc en tant qu'espace éthique, on est mobilisés sur ces sujets-là, donc on rencontre quand même beaucoup de grand public sur ces questions-là, donc ça nous oblige aussi à réfléchir à ces questions-là, que ce soit d'un point de vue philosophique, médical, juridique, avec, des personnes qui ne sont pas directement dans le sujet. Et puis on a toute une mission aussi de documentation. On va essayer de produire la documentation, gérer des ressources, en matière d'éthique, donc voilà. Et sur mon profil un peu plus particulier, donc comme vous l'avez présenté aussi, je viens donc du côté de la philosophie, fait des études de philosophie assez classiques et j'ai, disons spécialisé un petit peu, cette, discipline sur les questions de soins, sur les questions d'éthique dans le domaine du soin, d'un point de vue un peu large. Donc disons que je suis plutôt une dynamique de philosophie du soin aujourd'hui, et j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse de philo, du coup, sur les questions de fin de vie, d'incertitude, notamment avec la pensée de Vladimir Jankélévitch, dont je vais vous reparler pour, cette question, pour la thématique du jour, puisque, cet auteur a voilà, s'est, positionné ou en tout cas s'est exprimé sur, pas mal de sujets, dont celui du mensonge. Donc, voilà, je voudrais vous en parler un petit peu aujourd'hui et c'est l'occasion pour moi de vous présenter sa son parcours assez rapidement, qui il est. C'est un philosophe assez intéressant sur, plein de points, donc c'est une bonne occasion. Voilà pour cette, présentation assez rapide. Donc, je vais simplement prendre le temps de partager, le support que j'ai prévu pour, ce temps de réflexion. Et puis après on pourra débuter. Donc, bah, évidemment, n'hésitez pas à poser des questions ou même à simplement, partager votre regard sur les choses, hein. Ça sera toujours intéressant d'échanger. Je pense que, voilà, on relaiera les questions. Je risque de pas les voir spontanément parce que j'aurai mon écran, mais on pourra faire des petits temps d'échange tout au long du créneau là, qui est prévu. Il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir. Alors, je partage juste mon support et on devrait être OK. Donc, du coup, le thème, choisi pour cet après-midi,
en tout cas qui m'avait été demandé de vous présenter, c'est, le thème du mensonge. La question du mensonge, finalement d'un point de vue philosophique, mais aussi d'un point de vue éthique, un exemple que je souhaite, eh bien développer un petit peu plus avec vous aussi, qui est la question du soin. Donc je ne parlerai pas que du soin, disons, pendant tout ce topo-là, mais c'est vrai que c'est un exemple sur lequel j'ai plus réfléchi que d'autres et j'aimerais, voilà, appliquer un petit peu cette réflexion éthique autour du mensonge, à des situations où finalement il est question, de se confronter à une personne, qui fait l'expérience de la maladie, et donc où il est question de se confronter à une personne à laquelle il faut, donner des informations et des informations qui, parfois peuvent être, eh bien, comment dire? Assez, importantes pour, la continuité de leur vie, pour, la sauvegarde de leur santé ou au contraire pour, l'impossibilité de guérir une maladie. Donc, des informations à teneur importante d'une certaine manière de ce point de vue-là. Ce qui rend intéressant finalement ce domaine, au regard de cette interrogation sur le mensonge. Alors, simplement, je vous ai laissé mon adresse mail, hein, si jamais, vous avez besoin de continuer à discuter de ces sujets-là après le webinaire ou si, vous avez envie, peut-être d'en savoir un peu plus sur l'espace éthique. Donc je vous ai mis l'adresse de notre site internet. Sachez, si ça vous intéresse, pour ceux qui sont en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais pour les autres, il y a des espaces éthiques dans chaque région, que vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Donc une newsletter qui vous permettra, eh bien, d'avoir des informations, sur ce que l'on fait et peut-être que parmi ces événements, il y a des choses qui peuvent vous intéresser. On essaye de travailler, de plus en plus avec, des jeunes générations. Donc, ça va être essentiellement des lycéens pour l'instant. Voilà, par exemple, dans le cadre du débat sur la fin de vie, on a quelques rencontres avec des lycéens pour les sensibiliser à ces questions-là et pour, sensibiliser aussi à la réflexion autour de ces sujets-là. Par exemple, en fin du mois de janvier, là, on va à Yssingeaux, donc on est, plutôt du côté, du Puy-en-Velay et on va, rencontrer des lycéens qui auront travaillé un petit peu sur le sujet et réfléchir avec eux à ces questions-là dans le cadre de leur, cours de philo. Donc du coup, c'est assez intéressant. Donc on a quand même des choses tournées vers les jeunes générations, même si c'est pas la majorité de nos actions. Donc n'hésitez pas, soit à m'écrire pour que je vous inscrive sur la newsletter, soit à aller voir notre site, il y a des vidéos, il y a plein de choses, vous y trouverez des choses intéressantes. Pour ceux qui ne sont pas en région Auvergne-Rhône-Alpes, et j'imagine que vous êtes beaucoup, rapprochez-vous des espaces éthiques de vos régions si ça vous intéresse, parce qu'il y a plein de choses, assez passionnantes qui s'y passent. Alors, parmi les, quelques références que je voulais peut-être, un peu plus mettre en avant, même s'il y en aura d'autres, hein, au cours de mon propos. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a notamment, le philosophe Vladimir Jankélévitch, qui est donc un philosophe, qui a mené sa pensée, au cours du XXe siècle, hein. Il est né en 1903 et décédé en 1985 et donc il a toute une partie de sa philosophie qui, va être de la philosophie morale. Il a notamment écrit un traité des vertus, c'est le nom de son ouvrage qui est assez massif, hein, d'ailleurs, qui est en 3 tomes et au sein de cette, réflexion et parmi ses autres livres sur la morale aussi, il va, à certains endroits se positionner ou en tout cas essayer de, réfléchir à cette question du mensonge. Je vous évoquerai un petit peu sa position, mais elle est un peu, alors peut-être pas ambivalente, mais elle est changeante autour de la question du mensonge, comme s'il n'arrivait pas à, trancher, sur cette question de savoir si, il est moral de mentir ou pas. En tout cas, il a une position, fort intéressante à présenter. Le texte plus particulièrement, comment dire? Identifié sur cette question du mensonge. C'est, celui qui a été écrit en 1942 et en fait, il a été publié, donc après le décès de Jankélévitch, dans un, recueil de ses textes qui s'appelle Philosophie morale, qui a été coordonné par Françoise Schwab, hein, qui est l'une de ses commentatrices les plus, disons les plus célèbres, en tout cas celle qui peut-être connaît le mieux la pensée de Jankélévitch. Donc vous pouvez retrouver ce texte assez facilement, il est assez intéressant, mais bon, il y a d'autres choses que vous pouvez aller voir. Un autre type de référence, finalement que vous pouvez aller, consulter, c'est pas un ouvrage cette fois, c'est une émission de radio, donc c'est un podcast, sur, France Culture. Donc c'est, une émission qui date de quelques mois ou quelques années, je sais plus exactement le nombre d'années, et qui s'intitule «Un menteur peut-il être sincère?» Et donc, je vous le mets dans la partie des références jankélévitchiennes parce que c'est à partir de la pensée de Jankélévitch et notamment sa pensée de la sincérité. D'accord? Jankélévitch a parlé du mensonge, mais a aussi parlé de cette question de la sincérité
qui va être intéressante à mentionner par rapport finalement à la question du mensonge. Est-ce que être sincère, ça veut dire ne pas mentir? Ou est-ce que être sincère, ça peut vouloir dire à un moment donné se laisser la possibilité de ne pas tout dire? D'accord? Donc il va un peu flirter dans l'intervalle de ces questions-là. Voilà, donc je vous invite à aller écouter cette émission, elle est très intéressante. Et la deuxième référence, alors vous pouvez aller lire, que vous connaissez probablement très bien, c'est, en lien avec la controverse, hein, assez célèbre entre le philosophe allemand Emmanuel Kant et Benjamin Constant, relayée dans cet ouvrage, hein, sur un prétendu droit de mentir par humanité, que je vous évoquerai assez rapidement tout à l'heure aussi, et qui est une façon de voir des positions opposées, sur la question du mensonge, pour des raisons, impliquant directement la philosophie morale. Donc c'est intéressant d'aller voir un petit peu ce qui s'y dit. Voilà, pour ces références-là, donc plus sur Jankélévitch, un petit peu sur cette deuxième référence aussi, et globalement, un exemple qui reviendra un petit peu de façon constante, qui est donc, celui de la question du soin, précisément parce que en fait, on pourrait penser que la question ne se pose pas dans le domaine du soin, mais en fait, elle se pose vraiment beaucoup. Et ça, on l'a découvert un petit peu dans l'activité de l'espace éthique, à un moment où on a décidé de parler de ce sujet-là dans des conférences, des cafés éthiques, des ciné éthiques, et en fait, ça attire beaucoup de monde, ce sujet-là, et notamment des professionnels de santé, qui se retrouvent souvent confrontés à cette question de savoir: «Est-ce qu'il faut que je lui dise tout à ce patient qui est en face de moi? Quelle est la meilleure position à adopter? Qu'est-ce qui est le plus éthique? Est-ce que c'est de lui donner tout ce qu'il doit savoir comme information parce que je les ai, factuellement, j'ai des choses à dire? Ou est-ce que ce factuel que j'ai peut, à un moment donné, n'être pas la meilleure option pour lui, n'être pas le plus bienveillant pour lui, et du coup, je m'autoriserai à un moment donné à ne pas tout dire, ou pas tout de suite, en tout cas.» Et cette question, elle est très fréquente finalement. Elle est très fréquente. Donc c'est pour ça que ce domaine-là, il est assez passionnant, en tout cas par rapport à cette thématique du mensonge et de la vérité. Alors, donc je débute notamment par eh bien deux citations empruntées au texte de Jean Kelevitch, hein, du mensonge, que vous retrouverez disponible dans l'ouvrage Philosophie morale. Et donc finalement, la première remarque qu'on peut faire, c'est de se dire que réfléchir à la question du mensonge fait écho d'emblée à la question de la vérité. À une vérité qui n'est pas dévoilée, qui n'est pas volontairement et activement dévoilée. D'accord? Donc on est sur ces 2 éléments sur lesquels j'insiste, hein, activement, parce que on peut estimer, en tout cas spontanément, que celui qui ment n'est pas passif. Et d'ailleurs, c'est un peu le sens que Jean Kelevitch donne à cette phrase que je vous partage, hein: «On ne mange jamais sans le vouloir». Sous-entendu que le mensonge, pardon, supposerait la question de la volonté. En tout cas, supposerait un engagement de notre part dans le fait de ne pas tout dire, ou dans le fait de dire quelque chose qui est contraire aux faits que l'on peut observer d'une certaine façon. Et volontairement parce que finalement, d'une certaine façon, la volonté est impliquée. La deuxième chose qui fait écho, à, cette deuxième citation de Jean Kelevitch, je le cite d'ailleurs: «Ce langage qui était fait pour exprimer et révéler, voilà qu'il sert à dérober. Ce langage qui était fait pour exprimer et révéler, voilà qu'il sert à dérober.» Finalement, le mensonge impliquerait que ce qui est exprimé n'est pas adéquat à la réalité, et donc au vrai de la situation, dont il est question, au vrai de la situation engagée. Et c'est intéressant d'insister sur le terme, «exprimer», dans la mesure où finalement le mensonge va engager le langage. Le mensonge va engager, la parole. Je ne sais pas, et là je vous livre, certaines de mes incertitudes, je ne sais pas si on peut, dire d'un comportement, d'un geste qu'il est mensonger. Peut-être qu'on le peut, hein, peut-être qu'on peut faire un geste, qui peut sembler vouloir dire quelque chose alors qu'il veut en dire une autre. Mais finalement, quand on parle de mensonge, quand on parle de cet adjectif mensonger, on est plutôt sur quelque chose qui a trait à la parole, a trait au langage tel qu'on va l'utiliser. Et ça, c'est quelque chose finalement sur lequel Jean Kelevitch va beaucoup insister, précisément parce que réfléchir au mensonge implique une réflexion sur les choses que l'on dit et la façon dont on les dit. D'accord? Il y a 2 choses qui sont un peu distinguées, c'est ce qu'on va livrer comme élément factuel de langage,
et la façon aussi de les dire, le ton qu'on emploie, le moment où on les dit, finalement la question de la manière. Chez Jankélévitch, la question de la manière, elle est importante et j'imagine que c'est des choses qui sont évidentes pour vous dans les métiers que vous occupez. La manière, elle a peut-être autant d'importance que ce que l'on va dire, d'accord? Parce que ça va peut-être potentiellement déterminer la façon dont on va être reçu ou pas, ce que l'on veut dire, le message qu'on veut livrer, les éléments qu'on veut donner, d'accord? Donc ça, d'emblée, c'est quelque chose qui est présent, dans la réflexion de Jankélévitch sur le mensonge. Donc finalement, qu'est-ce que le mensonge et qui est le menteur? Si on essaye de travailler un petit peu les définitions, de ce champ lexical. Finalement, comment considérer le mensonge? Est-ce qu'il est simplement le fait de ne pas indiquer une information pertinente au regard d'une situation donnée? Et auquel cas, mentir pourrait être associable au fait de taire un élément? Ou alors, le mensonge est-il plutôt le fait de révéler une information erronée? C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas les faits, qui ne correspond pas aux faits que je peux observer dans la réalité qui est la mienne. Vous voyez, il y a déjà une nuance, hein, et je pose les questions parce que je ne pense pas que la réponse soit définitive sur cette question-là. On parle de mentir par omission parfois, mais on dit bien mentir, on ne dit pas autre chose. Donc finalement, est-ce que le mensonge, c'est ne pas tout dire ou est-ce que le mensonge, c'est dire quelque chose qui est faux? Autrement dit, est-ce que le mensonge, est quelque chose qui est associable au silence, au secret, à la dissimulation? Ou est-ce qu'il va se caractériser davantage par de la fausse information? Et donc, le menteur, de ce point de vue-là, est-il celui qui va s'abstenir de dire tout ce qu'il pourrait dire, en tout cas toutes les informations qu'il a en sa possession, ou est-il celui qui va surajouter du faux à la réalité, c'est-à-dire modifier un peu les éléments, ou beaucoup les éléments qu'il peut constater, qu'il a en sa connaissance, etc. Donc, vous voyez que déjà dans cette réflexion première sur la définition du mensonge, on est vraiment dans, ces éléments-là. Ces éléments-là que, globalement, on va retrouver dans, les définitions que l'on peut, trouver dans, les dictionnaires, hein. Je vous ai mis quelques éléments, hein, mais c'est surtout pour les discuter, déjà ensemble, hein. Le mensonge, hein, qui vient du latin populaire mentionnica, qui veut dire fausse mention, est défini, tour à tour finalement dans le dictionnaire, le dictionnaire Larousse, comme une assertion sciemment contraire à la vérité, qui est faite avec l'intention de tromper. Donc là, j'ai souligné un peu plus la question du contraire à la vérité parce que c'est, exactement la réflexion que j'essayais de vous livrer juste avant. Le mensonge serait quelque chose qui ne reflète aucune, finalement, vérité qu'il m'est donné de voir et d'expérimenter, peut-être. Et la question de l'intention sur laquelle je reviendrai après, hein, qui est un élément important dans le domaine de la philosophie morale, précisément parce que pour certains philosophes, c'est bel et bien l'intention qui va porter toute la moralité finalement, de l'action en question. D'accord? On peut faire quelque chose, mais si on le fait dans une mauvaise intention, l'action n'en sera pas plus morale d'une certaine façon. Il y a aussi cette définition du mensonge comme l'acte de mentir ou de pratiquer de l'artifice ou encore de la fausseté. Et encore ce qui est trompeur et illusoire. Donc on a quand même cette idée aussi de, tromperie, dans le mensonge. On serait trompé par le mensonge, c'est-à-dire qu'on penserait quelque chose, de vrai, quelque chose, qui, a du sens, de par sa réalité, mais en fait, il n'en est rien. En tout cas, il n'est pas de il n'est pas la même réalité que celle que je peux, imaginer, que celle, que je crois d'une certaine façon. Le terme de mentir, quant à lui, qui vient de latin mentire, va être associé alors des choses que j'ai déjà dit, mais je les répète un petit peu, le fait de faire un mensonge. Et l'idée de faire un mensonge, elle est intéressante, hein, comme si on construisait quelque chose. Peut-être qu'il y a dans la notion de mensonge une construction, hein, qui est inhérente à ce que l'on doit tisser pour que notre parole tienne en dépit de la réalité. Affirmer ce qu'on sait être faux, nier ou taire ce qu'on devrait dire. Donc dans la définition quand même, qui n'est pas une définition philosophique, hein, qui est une définition, de base, il y a cette idée, il y a ces 2 idées, hein. Il y a l'idée de dire quelque chose qui est faux et il y a l'idée de ne pas dire, de se taire, de se taire.
Et ça, je pense que d'un point de vue général, hein, au-delà de la question du soin, au-delà même de la sphère professionnelle, peu importe dans laquelle on se pose tous et toutes, je pense, cette question-là. Est-ce que si je me tais, ça veut dire que je mens? Est-ce que si je ne dis pas tout ce que je sais, ça veut dire et ça fait de moi un menteur ou une menteuse? Je pense on est amené à se poser ces questions-là à un moment donné, que ce soit dans notre rôle, parental, que ce soit dans notre rôle, amical, enfin voilà, dans nos différents rôles sociaux, peut-être que c'est des questions qu'on se pose, et on s'accommode, hein, d'une certaine manière avec, ce qui pour nous est le mensonge, hein, d'une certaine façon. Exprimer une chose fausse ou encore, et là je l'ai souligné parce que ça me semblait intéressant à commenter, le fait de manquer à sa foi ou à sa promesse. La notion de promesse, elle est assez intéressante, hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler au cours de différents webinaires ou même, y penser, pour vous-même, mais en philosophie, il y a notamment, Paul Ricoeur, qui évoque cette question de la promesse, dans sa réflexion justement sur, l'identité, sur le même et l'autre. Il va, accorder une partie de sa réflexion et de sa philosophie à la promesse, au sein de Soi-même comme un autre, si vous avez envie de retrouver la référence. Et c'est vrai que cette notion de promesse, elle est assez intéressante, précisément parce que c'est fort, en fait, la question de la promesse. Et le fait de rompre une promesse, c'est aussi un acte qui est fort. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête, ce qu'on appelle les énoncés performatifs, qui ont été, des mots qui ont été développés justement dans la linguistique, et notamment la philosophie du langage. Un énoncé performatif, c'est un énoncé qui, en même temps que je l'énonce et que je le dis par le langage, va m'engager dans les actes. Dire quelque chose serait faire quelque chose. Et la promesse, d'une certaine manière, le fait de promettre, peut-être, peut-il être considéré comme un énoncé performatif. Je te promets quelque chose, ça veut dire que je m'engage à tenir ma parole. Et le fait de ne pas tenir ses paroles, c'est souvent vécu comme une trahison d'une certaine manière. Alors je ne sais pas si, le fait de ne pas tenir une promesse, ça peut être assimilable à un mensonge peut-être, mais d'une façon encore plus forte, hein, parce que promettre, ça veut dire, s'engager dans le temps, dans la durée, dans la temporalité. Et donc c'est synonyme aussi d'une certaine forme de confiance, en parallèle de cette promesse. Donc ça nous permet de réfléchir au fait que, finalement, quand on dit quelque chose, l'autre en face de nous est dans une forme de confiance par rapport à ce qu'on lui dit, par rapport à ce qu'on, lui livre comme message. Évidemment, la promesse, c'est quelque chose de fort. La promesse, c'est plutôt quelque chose qui existe dans les relations interpersonnelles, un peu moins dans la sphère professionnelle, mais encore que, c'est peut-être quelque chose qui a sa place. En tout cas, voilà, ça remet l'accent sur l'idée du langage et sur l'idée que le langage implique quand même, une réalité et une réalité parfois qui est en acte. D'accord? Donc on est dans tout ce champ-là de réflexion, dans toutes ces tentatives de définition, dans toutes ces tentatives de poser des mots sur un mot que l'on connaît bien qui est celui qui est le mensonge et donc de voir dans quelle mesure on peut essayer de le comprendre, plus précisément. Alors, je reviens un petit peu à notre cher Vladimir Jankélévitch, qui, au sein de son texte sur le mensonge, va expliquer que, dans un premier temps, le mensonge est en l'homme la marque de sa conscience. D'accord? Le mensonge est en l'homme la marque de sa conscience. Et d'ailleurs, ce qui va venir témoigner de cette idée que le mensonge implique notre conscience, qui va justement réaliser qu'on peut, jouer un peu avec la vérité. Ce qui vient témoigner un peu de ça, c'est le premier mensonge que va, proférer l'enfant. Et là, je le cite, et je pourrais bien évidemment, si ça vous intéresse, vous, donner dans un second temps les citations, sur lesquelles je m'appuie cet après-midi. Je cite Jankélévitch: «C'est la conscience qui s'est déniaisée toute seule en découvrant un beau matin son admirable pouvoir de dissimulation et de ruse. Que le mensonge soit bénin ou grave ne change rien à son importance, car la grande affaire n'est pas le volume du mensonge, mais l'intention même de mentir. L'intention même de mentir.» Donc, dans un premier temps, il y a cette idée donc de la conscience qui est impliquée dans cette découverte du mensonge. On réalise qu'on a la possibilité de ne pas tout dire. On réalise qu'on a même la possibilité de dire des énoncés qui ne sont pas la réalité. Et ça, d'ailleurs, alors pour ceux peut-être qui travaillent avec des enfants plutôt jeunes, parce que ça arrive vite, en fait, c'est pas si tardif que ça. On le voit un petit peu à l'œuvre, hein, des fois, quand, on s'adresse à des enfants. Alors peut-être un peu plus dans le secteur
personnelle, enfin dans la vie personnelle, mais encore que dans le secteur professionnel, ça doit pouvoir s'identifier aussi. On le voit assez bien, on arrive à l'identifier, que l'enfant découvre, que l'enfant essaye, que l'enfant tente, qu'il essaye de voir en face quelles peuvent être les réactions à ses énoncés, à ses propos, pour voir si ça passe ou si ça passe pas. Et donc cette notion de conscience, elle est intéressante et Jean Kelevitch va parler d'une conscience qui se déchire, hein, d'une certaine manière. Alors pas au sens, éprouvant, émotionnel du terme, au sens où finalement la conscience se dissocie, quand elle, réalise, qu'on peut jouer un peu avec cette vérité factuelle qui est face à nous, d'une certaine façon. La deuxième chose qui est mise en avant, et je vous le disais tout à l'heure déjà, dans cette citation de Jean Kelevitch, c'est la question de l'intention. Donc Jean Kelevitch va aussi parler de la question de l'intention. Ce qu'il faut savoir par rapport à la philosophie de Jean Kelevitch, c'est qu'il a vraiment des sources diversifiées, hein. On va retrouver de la philosophie antique, on va retrouver des textes de la littérature russe, on va retrouver les textes classiques de la philosophie, dont Kant notamment, on va retrouver du Aristote, on va retrouver des textes juifs, hein. Il y a vraiment pléthore de choses dans ces sources. D'ailleurs, ce qui, rend difficile, l'association de Jean Kelevitch à un courant en particulier, hein. Quand on lit un peu les commentateurs de Jean Kelevitch, ce que l'on peut identifier, c'est que, ils disent toutes et tous, globalement, qu'il est inclassable comme philosophe et qu'il a une philosophie inclassable. Parce que, beaucoup de choses l'inspirent d'une certaine façon et il est souvent à contre-courant en même temps à son époque. Il ne s'associe à aucune pensée dominante, et donc, n'étant pas associable, n'est pas classifiable aussi d'une certaine façon. Et donc cette question d'intention, malgré tout, est présente, chez Jean Kelevitch. Il semblerait qu'avec cette, première citation que je viens de vous livrer, pour lui, c'est bien la question de l'intention qui vient, nous faire dire qu'il n'y a pas de moralité dans le mensonge. Parce que l'intention de mentir, l'intention de ne pas tout dire, l'intention de même dire quelque chose qui est faux, c'est quelque chose qui est préjudiciable. C'est quelque chose qui est moralement condamnable. D'accord? Et c'est vrai que dans le domaine de la philosophie morale, l'intention est importante. Ça va être le cas, et j'y reviendrai un petit peu après, hein, dans la philosophie morale de Kant, qui est parfois qualifiée d'une morale intentionnaliste. C'est bien l'intention qui rend bonne une action, en tant qu'elle va respecter la loi morale, notamment une loi morale qui est caractérisée par les impératifs catégoriques. J'y reviendrai un petit peu après sur cet aspect-là. Donc finalement, on est globalement dans dans ce domaine-là. Hem, tac, donc oui, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, donc vous l'avez compris, hein, c'est un peu un sous-entendu, mais je prends le temps, parce que j'ai un petit peu de temps cet après-midi, pour rappeler qu'effectivement la question du mensonge est donc une question pour, la philosophie morale. Et il est toujours intéressant de revenir en fait au fait qu'il y a 3 courants majeurs, hein, en termes de philosophie morale qui, se distinguent et qui, tour à tour, vont mettre l'accent sur des choses un petit peu différentes. Et c'est intéressant quand on questionne des thèmes avec une portée morale assez forte, de savoir comment, on peut qualifier le mensonge et essayer de répondre à cette question de savoir si le mensonge est quelque chose qui peut être moralement justifiable ou pas. Alors, il y a l'éthique des vertus, il y a le déontologisme, il y a le conséquentialisme. Donc l'éthique des vertus, alors, on va, comment dire, associée souvent à la pensée aristotélicienne, va vraiment associer, la question de la recherche du bien à la quête du bonheur. Donc c'est une philosophie, assez pratique, une sagesse pratique, où finalement la recherche du bien va être associable directement à la question du bonheur. Chez Aristote, la question de la visée va être très présente et il va, s'interroger sur les conditions qui vont permettre de viser une vie qui soit bonne. D'accord? Et justement, l'application des vertus va être une façon de viser cette vie bonne, chez, Aristote. Ce qui est intéressant aussi dans son éthique des vertus, c'est que le bonheur, doit être toujours choisi pour lui-même. D'accord? Il est une finalité en lui-même, c'est pas un moyen en vue d'autre chose, dans une forme de prudence. Alors on va retrouver, hein, dans les vertus qu'il va développer, des choses comme le courage, la tempérance, la sincérité d'ailleurs, la sincérité, l'amabilité, la dignité.
Et donc la question des vertus, va être, une façon de, viser cette vie bonne qui est associée au bonheur chez Aristote. Donc une des questions qu'on pourrait se poser, hein, finalement, est-ce que le fait d'être sincère au sens de dire la vérité telle qu'elle est factuellement, est-ce que c'est quelque chose qui relève de la vertu? Est-ce que du point de vue de l'éthique de la vertu comme quête du bonheur, on pourrait peut-être, envisager que ne pas tout dire pourrait participer de la quête du bonheur? Alors je fais dire à Aristote des choses qu'il n'a pas dit, mais en tout cas, c'est un des intérêts aussi d'appliquer la philosophie, c'est de savoir comment on peut, comprendre cette thématique du mensonge à l'aune des courants de la philosophie morale. Il y a la question du déontologisme, donc souvent associé à la pensée d'Emmanuel Kant, où finalement donc, bon, comme, vous le savez probablement très, très bien, il y a une centralité du devoir dans la philosophie morale de Kant, puisque pour lui, agir moralement, c'est toujours, assez beaucoup de rigueur dans cette philosophie, toujours agir par devoir à la loi morale. Et cette loi morale va se caractériser par des impératifs, un impératif catégorique qui va avoir plusieurs formulations. Je peux vous mentionner quelques éléments, hein, je le cite. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux aussi vouloir que cette maxime devienne une loi universelle. Je répète, agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux aussi vouloir que cette maxime devienne une loi universelle. Autrement dit, traduction un peu, simpliste, mais importante à faire, fais comme si tout le monde allait faire comme toi, d'accord? Agis dans la vie comme si tout le monde avait peut-être la même règle d'action et vois ce qui se passe. Alors je vous évoque ça parce que j'y reviens un petit peu après, par rapport à la question du mensonge. Et ça va être intéressant justement par rapport à la position de Kant sur ça et même Jean Kelevitch qui va se positionner sur impératif kantien. Une autre formulation de l'impératif catégorique agit de telle façon que tu traites l'humanité comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Donc on retrouve la question de la finalité de la personne. Et puis on a la question du conséquentialisme, alors porté par des auteurs comme Jeremy Bentham et John Stuart Mill, où finalement le critère de l'utilité va être pensé dans une perspective collective. Ça c'est intéressant parce que les conséquentialistes qui vont porter le regard pas tant sur l'intention, mais plutôt sur les conséquences, vont estimer qu'une action est morale si par ses conséquences, elle va contribuer au bien pour un maximum de personnes, au bonheur du plus grand nombre. Et là, une fois encore, on peut totalement se poser cette question-là. Est-ce que finalement, la question de la stricte vérité participe-t-elle toujours au bonheur du plus grand nombre? Alors la stricte vérité, ça serait quelque chose à questionner aussi, bien évidemment. Est-ce que ce sont les faits tels qu'ils nous sont donnés à voir? C'est des choses qu'on peut questionner. Mais en tout cas, voilà, on est sur ces 3 courants de la philosophie morale, par rapport auxquels je vous invite vraiment à venir questionner la façon dont on peut considérer la place que peut avoir le mensonge dans cette recherche du bonheur, qu'elle soit à titre individuel ou qu'elle soit à titre beaucoup plus, collectif, et avec cette question du devoir. Quel est notre devoir par rapport, à la vérité que l'on a à un moment donné? Quel est notre devoir par rapport à ça? Et comment je considère ce devoir dans une relation qui me met toujours face à un autre individu, dans sa subjectivité, dans son histoire, dans sa réalité, sa réalité. Je reviens un petit peu à la question telle qu'elle est abordée avec Vladimir Jankélévitch. Alors, j'ai pas trop abordé un petit peu la question du soin, mais finalement, on a beaucoup abordé la question de l'intention, de l'action morale, qui semble être quelque chose qui est, gênant, chez Jankélévitch. Mais finalement, on peut se dire aussi que, les conséquences que peuvent avoir un mensonge sur moi, sur ma vie, c'est quelque chose qui peut être aussi, moralement répréhensible, en tout cas qui peut me gêner à titre individuel. D'accord? Donc intention, conséquence, comment peut-on aborder finalement, ces éléments-là? Alors, je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin sur, disons le champ lexical qui peut être, mobilisé, dans cette réflexion sur le mensonge. Finalement, si le mensonge arrive et advient d'une façon, indépendante par rapport à une volonté ferme et délibérée. Il y aurait cette idée un petit peu que personne n'y est pour rien. Mais du coup, on n'est peut-être déjà plus
même plus du tout, ça se trouve, dans la question du mensonge. On est peut-être plus dans le domaine de l'erreur, une erreur que je n'ai pas voulu, une erreur qui fait que j'ai dit quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Mais ça ne ressortait pas d'une volonté de ne pas dire, c'est juste que la réalité s'est avérée être autre par rapport à ce que je pensais d'elle. Ça, c'est important, hein. L'erreur, ça n'est pas tromper quelqu'un, c'est se tromper soi-même sur ce que l'on pensait être vrai. D'accord? C'est important quand même ça à mettre en avant parce que parfois l'erreur ou en tout cas, le fait d'affirmer quelque chose que l'on pensait vrai mais qui ne s'avère pas être vrai dans la suite des choses, pour celui à qui est, destinée, l'information peut être vécu comme un mensonge. Je prends l'exemple du soin, hein. Ça pose des questions assez intéressantes parce que, dans le domaine de la médecine, dans le domaine du soin, même si on a tendance à penser que les médecins, ont les éléments, ont la vérité, ont les certitudes, bien évidemment, vous doutez que ça n'est pas comme ça et que, parfois on y va à tâtons. Parfois on a des informations, on estime qu'on peut, établir des diagnostics, établir même des pronostics. Pronostics, c'est-à-dire, finalement, le temps, que va durer une pathologie, le temps que, va durer une guérison. Enfin voilà, on peut mettre des données temporelles sur des réalités. Néanmoins, la médecine se caractérise par une forme d'incertitude, d'accord? Donc finalement, ça c'est encore un autre élément qu'on doit prendre en compte, quand on réfléchit à cette question du mensonge et de la vérité. Dans un domaine tel que la médecine, mais d'autres sont bien évidemment concernés, qui ne sont pas portés que par des strictes certitudes, comment se risquer finalement à dire les choses quand on sait que l'incertitude est présente, quand on sait que la réalité peut-être sera tout autre, d'accord? Et ça, c'est un enjeu important, dans le domaine du soin parce que, il faut bien pouvoir faire passer l'idée avec l'information que l'on donne, qu'il n'y a pas de pure certitude, que les choses pourront évoluer peut-être un petit peu différemment, voire peut-être même totalement différemment. Et ça comporte un enjeu qui est très intéressant, qui est de savoir comment partager son incertitude quand on est soi-même dans une posture professionnelle et que l'autre en face de nous attend de nous que l'on sache. Attend de nous que l'on sache. Il y a beaucoup parfois cette façon de caractériser, par exemple, le médecin comme un sachant, celui qui a appris, celui qui a ses diplômes, celui qui a l'expérience. Sauf que cette façon de caractériser le médecin, par exemple, eh bien, tend à ne pas laisser toute sa place à l'incertitude. L'incertitude finalement de l'évolution d'une maladie, l'incertitude du vécu de certains symptômes, l'incertitude d'une fin de vie, enfin des choses comme ça. Et c'est intéressant peut-être d'évoquer cette notion d'incertitude à l'heure d'une société qui en parle de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez identifié un petit peu cela, disons ces dernières années et notamment depuis la crise sanitaire, du Covid-19, en regardant un petit peu les réflexions qui ont été menées, les articles de presse, les sujets un peu de société, on a eu presque l'impression que l'incertitude naissait avec, cette crise sanitaire. Comme si la crise sanitaire nous avait fait prendre conscience que, bah, en fait, on ne sait pas et on ne sait pas tout, d'accord? Face à un virus, dont on ne savait pas trop ce qu'il était, face à un virus dont on ne savait pas trop quelles seraient ses conséquences, face à un virus, pour lequel le vaccin a mis un peu de temps à se mettre en place, on ne savait plus. Alors qu'on attendait des médecins, des chercheurs, des scientifiques qu'ils sachent et qu'ils nous règlent cette situation rapidement. On a bien que ce n'était pas le cas. Donc je pense qu'il y a un enjeu, un peu plus marqué ces dernières années à, faire de la place, refaire de la place probablement à la question de l'incertitude, précisément parce que, eh bien, on y a été un peu plus sensibilisé. Et c'est vrai que regarder un petit peu les publications, il y en a un peu plus maintenant sur ce sujet-là. Il y a pas mal de podcasts dans l'émission des Chemins de la philosophie. Il y a, pas mal de numéros de Philosophie Magazine sur ce sujet-là, mais qui sont tout récents finalement. C'est parce que, bah, voilà, on veut réfléchir au fait qu'on ne sache pas tout. On veut réfléchir au fait que, eh bien, parfois on est obligé de faire avec de l'improvisation, avec de l'incertitude, avec de l'inconnu, mais pour autant ça peut peut-être bien se passer. Et finalement, cette question de l'incertitude, elle nous renvoie directement, hein, ou indirectement, mais je pense directement à la question du mensonge. Qu'est-ce qu'on dit quand on ne sait pas? Par exemple, en tant que politique, durant cette crise sanitaire, comment on dit les choses alors qu'on ne sait pas concrètement? Il y avait des prises de parole politiques très souvent,
très fréquentes. Il y avait des prises de parole du conseil scientifique très fréquentes aussi. Comment on pose des mots, sachant l'impact qu'ils vont avoir sur des millions de personnes quand on n'est pas sûr. Comment on partage l'incertitude. Et typiquement, dans ce cas-là, dans la sphère politique ou dans la sphère un peu plus scientifique, il y a énormément de mots qui ont été dits et qui ont été vécus comme des mensonges. Parce qu'on prend pour argent comptant ce qu'on nous dit sans se dire peut-être que on y va à tâtons parce qu'on ne sait pas, on découvre, on attend de voir d'une certaine façon. Donc ça, c'est quelque chose qui est globalement assez important et qui a une résonance bien au-delà du domaine du soin. Comment sont dites les choses dans notre société, par quels canaux, quelle est la place des médias et comment finalement, eh bien, on établit ce rapport à la vérité et à la réalité, dans une société qui abonde d'informations. Dans une société où on se questionne beaucoup sur les fake news aussi. Vous voyez, on peut aller jusqu'à là, dans cette réflexion sur le mensonge. Voilà, quand on ne dit pas tout, quand on dit des choses qui sont fausses, mais qui se sont avérées être, vraies par la suite ou vice versa. Enfin, il y a toute une réflexion autour de ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui veut savoir alors qu'on ne sait pas? Comment on partage cette incertitude? Est-ce que cette incertitude, elle est rassurante quand elle est partagée? Est-ce qu'elle est angoissante? Comment on s'y prend? Je posais beaucoup de questions, moi j'ai pas beaucoup de réponses malheureusement, mais en tout cas, je pense qu'il faut aussi, pouvoir aborder cette question du mensonge, de ce point de vue-là. Alors pour continuer un petit peu sur, ces apports, philosophiques, pour essayer de cheminer vers, voilà, cette compréhension un peu plus fine, de cette question du mensonge, Jean Kelevitch va, comment dire? Identifier un deuxième point important en expliquant que, et en remarquant que c'est bien l'autre, de prime abord, qui va m'inciter à ce qu'il appelle la tricherie. Tout un champ lexical, hein, qui est utilisé chez Jankélévitch, c'est l'autre qui va m'inciter à la tricherie. Le regard d'autrui, en fait, m'impose, et là je le cite, hein, et vous avez la citation sous les yeux, le regard d'autrui m'impose la première tension du tête-à-tête, la première gêne pudique. Qu'il s'agisse d'en mériter l'estime ou d'en évincer la concurrence, qu'il soit plutôt le ressort de ma vanité ou plutôt l'obstacle à mes intérêts, l'autre, par la seule pression de notre mise en rapport, me suggère la tentation de manœuvrer. Alors cette tension dont parle Jean Kelevitch, ce regard présent, peuvent être chez lui la cause de la volonté de mentir à un moment donné, dans la relation que j'ai établie avec lui. L'autre va faire peser sur moi finalement son regard et à ce moment-là, il ne m'est pas possible, d'assumer la charge de l'information que je m'apprête à lui transmettre. Dans le domaine du soin, par exemple, dois-je annoncer un diagnostic à ce patient que je ne sens pas du tout prêt pour recevoir cette information? Dois-je lui révéler les conséquences qu'aura sa maladie, toutes les conséquences, tout ce que j'estime être possible? Ou dois-je me taire et laisser les choses se faire? Dois-je enjoliver la situation de façon à rendre le temps qu'il reste plus vivable? Qu'est-ce que je dois faire face à cet autre que j'essaye de décrypter, que j'essaye de comprendre, qui parle ou qui ne parle pas, qui a une singularité inextricable? Comment finalement je fais face à cet autre? Comment finalement j'assume cette situation délicate de la mauvaise nouvelle, finalement de la mauvaise nouvelle? Et c'est intéressant de lier ça, à la philosophie, qui est présente chez Lévinas, notamment, par rapport à tout son développement sur le visage, qui est très intéressant d'un point de vue, moral, hein, puisque chez Lévinas, l'expérience de l'autre va passer par son visage. L'accès à l'autre est d'emblée éthique, puisqu'elle va engager chez moi une responsabilité liée à la vulnérabilité de l'autre, qu'il m'est donné de rencontrer, qu'il m'est donné de voir par son visage justement. Alors c'est pas un visage au sens esthétique du terme, hein, peu importe ce à quoi on ressemble, c'est quelque chose presque de plus métaphysique finalement dans sa philosophie. Je dois répondre de cet autre. L'accès à l'autre par son visage implique chez moi une responsabilité. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de quelle responsabilité s'agit-il? Est-ce que c'est une responsabilité en direction de la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Ou est-ce que, pardon, c'est une responsabilité en direction d'une adaptation, d'une tentative de savoir ce qui est le mieux à faire pour l'autre, pour qu'il se sente le mieux possible? C'est pas évident, ces questions, elles se posent souvent et peut-être que c'est probablement du cas par cas, en tout cas dans le domaine du soin, c'est du cas par cas. Alors, Jean Kelevitch va un petit peu plus loin sur la question du mensonge
puisqu'il va mettre en avant l'idée que le mensonge est un paradoxe. Alors avant d'expliquer pourquoi, chez lui la question du mensonge est un paradoxe, je voulais quand même vous donner quelques éléments sur la philosophie de Jankélévitch. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur ou même si vous l'avez déjà lu, mais il faut savoir, c'est une des choses à savoir si on s'apprête à lire ses bouquins, que, c'est une façon pour lui de faire de la philosophie, le paradoxe. Et d'ailleurs, on caractérise souvent sa pensée de paradoxologie. Précisément parce qu'il va user, parfois peut-être abuser, même si c'est sympa à lire, les paradoxes. Pour lui, le rôle de la philosophie, c'est de faire émerger les paradoxes qui peuplent notre existence. Et plus encore, son rôle, ça va être de maintenir les paradoxes comme paradoxes. Il ne prétend pas dépasser les paradoxes. Il ne prétend pas trouver un moyen terme qui permettrait d'avoir une et unique réponse à tel ou tel sujet. Ça va être beaucoup le cas, par exemple, pour sa pensée sur la mort, hein. Il est assez connu pour son ouvrage de 1966 sur la question de la mort, où justement il va nous dire que la mort est un paradoxe et on ne peut pas dépasser ce paradoxe, ça n'est pas possible. D'accord. Donc c'est assez intéressant de savoir que dans la philosophie jankélévitchienne, le paradoxe non seulement est présent dans la description qu'il fait de ses thèmes, mais en plus c'est sa façon de faire de la philosophie. Pour lui, c'est le rôle même de la philosophie. Et c'est assez intéressant, je trouve. Parce que on est quand même globalement, si on porte un peu attention au monde dans lequel on vit, beaucoup soumis à des paradoxes. On parle beaucoup d'injonctions paradoxales, hein, en ce moment dans les univers professionnels, que ce soit l'univers, éducatif, que ce soit l'univers médical, que ce soit l'univers juridique. On parle beaucoup des injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'on nous demande une chose et une autre, mais des choses qui ne sont pas toujours compatibles d'une certaine façon. Donc à cette occasion-là, ça peut être intéressant de repenser un petit peu notre rapport au paradoxe. Celui qui nous permet de mieux comprendre les choses et celui peut-être qui, ne nous fait pas toujours bien vivre, d'accord? En tout cas, pour la question du mensonge, on est, dans, cette question du paradoxe. Alors avant d'une certaine manière d'expliquer pourquoi, le mensonge est paradoxal, Jean Kelevitch va expliquer que, le menteur, celui qui professe un mensonge, ne savant que faire de la difficulté, va préférer du coup l'évincer et donc, mentir, heu, trouver une autre voie. Et donc le mensonge va impacter l'autre, hein. C'est quelque chose qui gêne un petit peu Jean Kelevitch dans cette réflexion sur le mensonge, c'est que ça peut impacter l'autre. Et vous allez voir qu'il n'est quand même pas définitif sur sa pensée, je vous le dirai juste après. Alors pour lui, le mensonge est à la fois sociable et à la fois insociable. Et c'est ce qui fait le paradoxe du mensonge. Sociable parce que, et là je le cite, hein, le mensonge arrondit les angles, concilie en apparence les incompatibles et rend moins douloureux l'entrecroisement des intérêts. Ça facilite. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans une situation où mentir, c'était plus simple que de dire la vérité, mais à un moment donné, ça va faciliter. À un moment donné, hein, dit bien Jean Kelevitch, ça va pas durer, mais à un moment donné, ça facilite. C'est sociable, ça permet peut-être de rester dans une relation qu'on ne veut pas impacter, de par une vérité un peu dure à dire et à entendre. Donc ça sociabilise pas, mais en tout cas, ça permet peut-être qu'une certaine forme de sociabilité perdure. Et pour autant, s'il est sociable à certains égards et à certains moments, le mensonge est aussi insociable. Et là, il va se référer à l'impératif catégorique de Kant que je vous ai rappelé tout à l'heure, notamment cette formulation qui consistait à dire: «Agis comme si la maxime de ton action pouvait être érigée en loi universelle de la nature». Agis en gros comme si tout le monde faisait comme toi. Et donc finalement, si chacun avait comme principe d'action de mentir, il est fort à parier que plus beaucoup de choses n'auraient de sens. La société aurait du mal à fonctionner, il serait difficile de se fier à quoi que ce soit. D'accord? Il deviendrait difficile de pouvoir se fier à quoi que ce soit. Donc finalement, l'universalisation de la règle du mensonge entraîne une certaine forme de contradiction parce que plus rien n'aurait de sens. Donc il est dans ces deux pôles et d'un côté, il est vraiment critique à l'égard du mensonge et c'est un petit peu sa position dans ce texte du mensonge. Il va le critiquer parce que pour lui, finalement, il condamne un petit peu le mensonge du point de vue de celui qui est volé de quelque chose. C'est-à-dire, bah, cet autre, auquel je ne vais pas tout dire, peut-être qu'il aurait aimé savoir, peut-être qu'il aurait aimé vouloir connaître les informations. Mais en tout cas, moi, je ne lui permets pas parce que j'estime que, bah, à ce moment-là, c'est mieux de pas dire. C'est mieux de ne pas révéler. D'accord?
Et donc, c'est quelque chose qui peut être un peu moralement condamnable du point de vue de Jankélévitch, qui va, à certains endroits de sa philosophie, qualifier le menteur comme étant superficiel, tendu et seul et seul. Et finalement et c'est quelque chose, pour lui qui est condamnable puisqu'il va duper la victime du mensonge, qui est volée de quelque chose, sans même s'en apercevoir. Et il va vraiment placer le mensonge du côté du moindre effort, de la moindre résistance. Et le menteur va renoncer pour Jankélévitch aux bénéfices, peut-être lointains que lui offrirait la vérité, au profit d'avantages un peu plus proches qu'offre le mensonge. On préfère voir plus proche que voir plus loin, d'une certaine manière. Le fait est que, ce qu'il va nous dire aussi Jankélévitch et ça c'est assez intéressant, comment, finalement faire tenir dans le temps le mensonge. Puisque pour Jankélévitch, ce qu'il tend à dire, c'est que, bah, petit à petit, il se peut que, le mensonge se heurte à des signes qui vont infirmer, en fait, ce qui a été dit. Et là, je vous relivre une citation à ce propos-là, à ce propos qui est de dire que, bah, le mensonge, ça peut être difficile de le faire tenir dans le temps. Ça peut être difficile de le faire tenir dans le temps, parce qu'au bout d'un moment, bah, il se peut que la vérité, vienne retoquer à la porte d'une certaine façon. Alors, je vous lis sa citation, juste que j'aurai quelque chose sur mon ordi, parce qu'il ne faudrait pas que ça s'éteigne au milieu. Hem, le mensonge, je cite, c'est l'état d'alerte et d'insomnie. Comme ces constructions n'existent pas, il faut les confirmer à tout moment et les défendre contre les démentis du réel par une véritable création continuée. Un moment d'inattention et voilà le château de cartes par terre. Autant la vérité est simple et naturelle, autant le mensonge trahit l'équilibre précaire, la situation tendue et sans cesse harcelée. Eh bien, le mensonge est harcelé par la vérité, puisque elle n'est jamais très loin d'une certaine façon. Je ne sais pas si, quand je vous dis ça, je pense à une situation, réelle. Alors j'ai oublié le nom de la personne en question, mais il y a quelques années, a été dévoilée une situation d'une personne donc, qui était à la fois mari et père de famille, qui auprès de ses proches, en fait, s'était, fait passer, pour un médecin de profession donc pendant de nombreuses années, sa famille pensait qu'il était médecin, voilà, qu'il gagnait sa vie en tant que médecin et cetera et cetera. Ça a duré plusieurs années, très longtemps, je crois, jusqu'au moment où, sa famille a découvert que ça n'était pas le cas parce qu'il y a trop de signes qui venaient infirmer que ça n'était pas vrai et donc la vérité a ressurgi. C'est une histoire vraie, hein, c'est pas du tout, quelque chose de faux et ça s'est fini dramatiquement d'ailleurs, hein, parce qu'il a été violent, par rapport à sa famille. Mais c'est une histoire assez intéressante par rapport à cette idée de se dire combien de temps peut tenir un mensonge. Alors peut-être qu'on peut faire tenir des mensonges toute une vie, hein, c'est possible, mais globalement, c'est pas simple. Je sais pas si on fait dans la sérénité parce que il faut construire, il faut tisser, il faut faire durer d'une certaine façon. Alors là, c'est peut-être plus le mensonge, qui consiste à dire quelque chose de faux, plutôt que le mensonge qui consiste à dire, à ne pas dire ou à taire un élément. Donc on en est là avec Jean Kelevitch, avec ce texte, du mensonge. Mais comme je vous le disais, comme je vous l'ai dit à plusieurs égards, ça n'est pas une position qui, est définitive, pour, finalement, cette question du mensonge, notamment, avec, sa question et sa réflexion qu'il va mener, sur la question de la sincérité. D'accord? Donc pour ce point-là, je vous invite vraiment, hein, parce que je pourrais pas y passer, trop de temps non plus, mais je vous invite vraiment à aller écouter ce podcast qui est intéressant et qui a un titre un peu provocateur, de prime abord, si on le regarde de prime abord. «Un menteur peut-il être sincère? Un menteur peut-il être sincère?» Et donc c'est toute une réflexion que va mener Jean Kelevitch de façon assez intéressante, qui en fait vont temporiser un peu sa position qui semble être assez critique à l'égard du mensonge, puisque finalement lui-même, ne l'est pas tant que ça. Et en fait, ça peut être étonnant, hein, qu'une position soit changeante, hein, chez un philosophe notamment qui s'investit dans la pensée morale. Mais globalement, chez Jean Kelevitch, ça marche quand même pas mal comme ça. Pour ceux qui l'ont lu, il affirme des choses, il les revient, il les requestionne, parce que pour lui, les choses sont mouvantes en fait. Et il essaye de faire de la philosophie dans une réalité qui est mouvante, qui est mouvante. Et donc, ça suppose peut-être de ne pas toujours être d'accord avec soi-même, d'accord? Et d'essayer de saisir le plus possible ce qu'il en est finalement de nos repères moraux. Voilà.
Donc dans son traité des vertus, qui est son principal ouvrage qui traite de morale et qui est écrit en 3 tomes, vraiment la vertu fondamentale, qui est la vertu de toutes les vertus, qui est la valeur de toutes les valeurs, d'ailleurs on n'est pas sûr qu'il fasse, une différence entre vertu et valeur, c'est l'amour, c'est la question de l'amour. Et donc, au moment où il réfléchit à cette question de l'amour, au moment où il réfléchit aux vertus, qui doivent caractériser notre vie morale, d'ailleurs des vertus qui elles-mêmes sont difficilement définissable, hein, chez Jankélévitch. Il va expliquer à de nombreuses reprises que pour lui, la vérité à tout prix, bah, finalement, peut-être elle a pas tant de sens que ça. D'accord? Si d'un côté, il est bien d'accord quand même avec cette idée qu'on ne peut pas avoir un mensonge à tout prix non plus pour les raisons qu'il a citées et que je vous ai partagées avant, la vérité à tout prix, peut-être qu'elle n'a pas le sens, elle n'a pas vraiment de sens d'une certaine façon. Et il prend souvent l'exemple, de la médecine, hein. Alors ça, c'est peut-être facile à comprendre, hein. Il est fils d'un médecin, Samuel Jankélévitch, qui était médecin en Russie et qui aussi était un des traducteurs, de Freud. Donc voilà. Donc il est quand même, assez imprégné, assez depuis son jeune âge dans l'univers médical et soignant et il dit: «Est-ce qu'il faut dire la vérité à celui qui va mourir? Est-ce qu'il faut s'acharner à lui dire les faits en disant: "Tu vas mourir, tu vas mourir"? Est-ce que c'est pas un peu, faire mal pour rien? Est-ce que cette vérité à tout prix, elle a du sens?» Et pour lui, dans la mesure où la vertu fondamentale est l'amour, bah, au nom de l'amour de l'autre, peut-être que le mensonge est quelque chose qui peut être finalement acceptable à certains moments, à certains endroits. L'amour, alors pas au sens amoureux, pas au sens passionnel, mais l'amour presque chrétien, même s'il ne s'associe pas forcément à une religion en particulier, mais parfois il y a quand même des influences qui sont là, dans ces textes. Et là, ça va être toute cette, réflexion finalement sur la sincérité, d'accord? Sur la sincérité, qui, finalement pour lui ne va pas être forcément superposable à la vérité à tout prix. Puisque être sincère, c'est d'abord aimer l'autre. Et ça n'est pas forcément être sincère que de vouloir dire la vérité à tout prix, puisque ce qui est important pour lui, c'est aussi la manière de dire. Et donc délivrer des faits comme ça qui vont faire du mal à un moment donné à une personne, lui s'interroge sur cette posture-là. Donc la sincérité, c'est pas forcément dévoiler les faits à tout prix, c'est plutôt s'adapter à l'autre qui est en face de soi et de voir dans une posture qui est la plus sincère possible, la plus aimante par rapport à cet autre qui est en face de moi, ce qui est le plus adapté. Et il dit souvent, hein, dans cette réflexion-là, hein, et je le cite, hein, plutôt se tromper en toute bonne foi que dire la vérité dans un esprit de malveillance. Donc en plus, il se questionne, alors s'il se questionne sur le fait d'une vérité qui peut faire mal, il se questionne aussi sur le fait de dire une vérité pour faire mal. Pour faire mal. Vous voyez? Donc c'est deux niveaux un petit peu différents, mais c'est dans cette réflexion sur la sincérité qu'il va justement s'interroger sur le rapport à la vérité fait, en tant que fait que je peux observer, qui sont observables, et se dire que peut-être bah, la vérité d'une situation, c'est pas que les faits à un moment donné, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être d'attendre, c'est peut-être de voir où la personne en est, c'est peut-être d'être le plus bienfaisant, le plus bienveillant avec lui ou avec elle, et de voir ce qu'il en est. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, la sincérité, elle n'est pas superposable à la vérité au sens factuel du terme. Voyez? Et il a toute une réflexion aussi sur le malentendu, Jean Kelevitch. Je ne sais pas si vous connaissez ces textes, il y réfléchit, il a titre d'ouvrage à propos de ça aussi. Le malentendu, c'est quelque chose qu'il condamne beaucoup, hein. Et ce qu'il condamne beaucoup, alors c'est pas le fait qu'il y ait un malentendu entre 2 personnes, à un moment donné, ça peut arriver. Ce qu'il condamne, c'est le fait de faire durer un malentendu, parce que ça nous arrange, parce qu'on y voit son intérêt, parce que c'est plus facile comme ça. Pour lui, c'est vraiment, quelque chose, sur lequel il n'est pas d'accord d'un point de vue moral. Ça peut arriver de créer du malentendu, un quiproquo, quelque chose qui n'était pas clair. Pour autant, notre rôle, c'est peut-être de clarifier les choses. Mais globalement, voilà, cette réflexion sur la sincérité, pardon, elle est assez intéressante parce qu'elle vient vraiment ancrer le rapport, à l'information que l'on donne dans une relation et finalement, la relation, morale par excellence, c'est de considérer l'autre avec, le plus possible de regard aimant, d'accord? De regard aimant et ça, c'est quelque chose, voilà, assez intéressant. Et c'est pour ça que, bah, dans cette émission, hein, sur, «Est-ce que le menteur peut-il être sincère?» il y a, différents extraits de films, de séries, c'est assez intéressant. À un moment donné, on a un extrait de série, c'est Breaking Bad notamment, je ne sais pas si vous la connaissez, le premier épisode quand on annonce,
Au personnage principal sa maladie, on a un médecin qui répète au patient: «Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez compris? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez tout compris les éléments que je vous ai donnés?» Il y a un médecin qui s'assure que la personne malade en face de lui a bien tout entendu, comme une façon de se délester de cette vérité que le médecin a et qui pour lui doit être délestée sur le patient. Il insiste beaucoup, donc il est professionnel. Il est professionnel. Mais peut-être qu'être professionnel, ça n'est pas toujours être sincère au sens de Jean Kelevitch, c'est simplement se, contenter d'être sûr que la vérité a été donnée, parce que c'est notre rôle, juridiquement, médicalement, à questionner d'ailleurs, et pas forcément considérer si l'autre, est enclin à comprendre, est enclin, à recevoir cette information, est prêt. Vous voyez? Donc c'est cette réflexion qui est assez intéressante et la sincérité, bah, elle doit, une fois encore, avec toutes les notions que je vous ai citées, depuis tout à l'heure, être prise en compte, finalement dans cette réflexion assez globale. Alors, je vous donne, quelques derniers éléments, notamment avec cette, controverse, hein, qui, lie, Kant et Constant, et après si vous voulez, on pourra faire un petit temps de pause questions, hein, si vous avez des éléments peut-être à discuter, si vous voulez, réfléchir ensemble, et j'aurai une seconde partie un peu plus courte, du coup, sur, la question un peu plus, particulière du soin, heu, notamment, la question du mensonge dans le soin. Alors, par rapport à cette controverse, hein, relatée dans un ouvrage qui s'appelle «Sur un prétendu droit de mentir par humanité», la position que Kant adopte sur le mensonge va faire suite à la querelle qu'il a eue avec Benjamin Constant, donc philosophe français du XVIIIe, avec lequel il ne partageait pas du tout, du coup, les mêmes positions. Benjamin Constant défendait l'idée que la vérité n'est un devoir qu'envers ceux qui ont droit à la vérité. Cela va impliquer que, dire, que ce devoir de véracité finalement, selon Constant, est un peu au gré des circonstances et dépendrait de celui qui reçoit la vérité. Il serait donc relatif à quelque chose et ne relèverait pas d'un absolu. En effet, hein, Benjamin Constant ne considère pas la vérité comme relevant d'une contrainte absolue. Il va d'ailleurs dire la chose suivante, je le cite: le principe moral, par exemple, que dire la vérité est un devoir, s'il était pris d'une manière absolue et isolée, rendrait toute société impossible. Et là, faisant référence à Kant, je le cite: nous en avons la preuve dans les conséquences très directes qu'a tirées de ce principe un philosophe allemand qui va jusqu'à prétendre qu'envers des assassins qui vous demanderaient si votre ami qu'ils poursuivent n'est pas réfugié dans votre maison, le mensonge serait un crime. Donc il s'appuie notamment sur cette phrase de Kant qui, au nom de l'impératif absolu de vérité, eh bien, nous dit qu'il faudrait tout dire, hein, même dire que quelqu'un se cache dans notre cave alors que des personnes mal intentionnées, veulent du mal à cette personne qui se cache dans notre cave, et donc il le prend en exemple. Donc le devoir de vérité, hein, pris en son sens exclusif et absolu, est quelque chose qui n'est pas applicable, hein, pour Benjamin Constant, pour la simple raison, selon lui, qu'il détruirait la société. Cela dit, et là il temporise quand même un petit peu, le rejeter exclusivement anéantirait également la société, dans la mesure où cela, bah, finalement, nierait les bases mêmes de la morale. La solution pour ce philosophe français qui est Benjamin Constant va être de trouver un moyen terme afin d'appliquer cette prérogative. Donc ne pas prendre le principe de façon absolue, mais trouver un terme intermédiaire, un moyen terme d'application. Comment Benjamin Constant définit-il le fait de dire la vérité? Pour lui, dire la vérité, c'est lié au devoir. Et le devoir est lui-même lié au droit. Un devoir est ce qui, dans un être, correspond au droit d'un autre. Ainsi, finalement, si l'on considère, si l'on reconnaît aucun droit à une personne, rien n'implique ce devoir. D'où la conclusion de Constant à propos du fait de dire ou non la vérité. Dire la vérité n'est un devoir qu'envers ceux qui ont droit à la vérité. Et par rapport à cet exemple évoqué par Kant, si des tueurs veulent savoir si je cache mon ami dans la cave, bah, Constant estime que eux, ils n'ont pas droit à la vérité parce que c'est dans une mauvaise intention. Pour lui, le critère du préjudice va être important. Si la vérité cause un préjudice à quelqu'un, il n'y a pas de droit à la vérité de ce point de vue-là. Voilà, le critère du préjudice. Alors à cette position, de Constant, hein, sur une vérité qui est relative au récepteur même de cette vérité, Kant, quant à lui, affirme le devoir formel de véracité dans les déclarations que l'on ne peut éviter
à autrui, et ce, indépendamment des conséquences qu'il en résultera pour lui ou pour autrui. Falsifier la vérité, mentir, c'est une injustice dans la partie la plus essentielle du devoir. Cette injustice, pour Kant, elle est commise à l'encontre de l'humanité tout entière, car cela aurait pour conséquence de détruire tous les droits fondés sur des contrats. Ça disqualifierait la source même du droit. Et il dit, je le cite, hein, donc le mensonge, simplement défini comme une déclaration volontairement fausse faite à un autre homme, n'a pas besoin de cet additif qu'il doit nuire à autrui. Il nuit en effet toujours à autrui. Même s'il ne nuit pas à un autre homme, il nuit à l'humanité en général, puisqu'il rend impossible la source même du droit. Pour lui, mentir, ça ruinerait l'essence de la communication et ça rendrait l'humanité, la société compliquée et difficile. Donc c'est donc un commandement de la raison sacrée pour Kant que cet impératif de la vérité. Être véridique, être vrai dans ce que l'on dit à autrui. Pour Kant, hein, la vérité, c'est pas un bien que l'on possède, c'est pas quelque chose par rapport à laquelle on doit décider ou pas de dire la vérité. C'est quelque chose qui s'impose, c'est un impératif absolu de vérité. Vous voyez qu'on a des positions qui sont différentes, hein. Là où Kant est dans une position absolutiste, Jean Kelevitch parlera de vérisme. C'est un terme qu'on voit dans sa philosophie, c'est-à-dire s'en tenir aux faits, à la vérité telle qu'on peut l'identifier. Benjamin Constant a une position un peu plus intermédiaire, dans la mesure où un impératif absolu ruinerait la société. Donc pour Kant, le mensonge ruinerait la société, pour Constant, l'impératif absolu ruinerait la société. Donc on est dans des positions différentes pour des raisons qu'on arrive globalement assez à comprendre et qui sont globalement assez intéressantes. Alors, est-ce que je sais pas, est-ce que vous souhaitez peut-être faire un petit temps d'échange, de réflexion, ou est-ce qu'on peut continuer, faire ça à la fin comme vous Alors, préférez? Je vous laisse peut-être me dire. Oui? Élodie, il y a beaucoup de questions. Je pense qu'on peut, on Ah peut oui, faire une Refais-moi petite un petit d'accord. pause peu. là. J'avais Il y peur a de pas vraiment avoir de beaucoup, questions beaucoup de du coup, questions. donc Et, Ah non, non, et ça, puis, t'as été très actif dans le chat. on va revenir au début, Nico, on se relaye Alors, parce que je crois que il y a dès que vous avez Alors, commencé, ouais, il y a eu des on questions. commence peut-être par le premier, sur l'hypocrisie. L'hypocrisie n'est-elle pas une forme de mensonge? Elle ne passe pas forcément par le langage, mais aussi par l'attitude, le geste. mmh, mmh. Ça, c'était oui, c'était au tout début quand on parlait des Ouais, ouais, différentes formes définition. de mensonges. Oui, c'est intéressant cet exemple de l'hypocrisie, effectivement, parce que, enfin, moi, c'est une question que j'avais, hein. J'ai assez peu de certitudes sur le sujet, mais globalement, on a bien conscience que le mensonge en tant que tel, il implique notre parole. Mais néanmoins, il y a des postures que l'on peut avoir, des gestes que l'on peut faire, des actions qu'on peut mener qui sont pas totalement en adéquation avec ce que l'on pense aussi ou ce que l'autre pense. Donc, oui, oui, la question, elle est intéressante complètement. D'ailleurs, c'est Anne-Sophie hein, ah non, c'est pas Anne-Sophie, c'est oui, pardon, c'est Sylvie, je crois, là, qui pose la question. En rebond, hein, on peut parfois avoir une physionomie qui dissimule ce que l'on pense. Les mimes, les clowns ne jouent-ils pas sur la palette de ces Mm. dissociations possibles? Absolument. C'est intéressant ce que vous dites, ça me fait penser, alors je sais pas, je j'ai pas d'avis sur les clowns, mais effectivement, ça me fait penser, enfin, à la notion de personne et à l'étymologie, latine du mot personne, persona, ça veut dire le masque de théâtre, le Masque. rôle théâtral, le personnage d'une pièce. Et ça, je trouve c'est intéressant par rapport à ce que vous avez dit parce que, quand on essaye de savoir la personne qu'on a en face de nous, dans l'étymologie même du terme de personne, il y a cette idée que ce qu'on voit, c'est pas forcément ce qui est dans la notion de personne. Le faciès, le physique, les gestes, d'une fois encore. Donc ça renvoie vers cette idée, vers cette question sur, un geste mensonger, une mimique mensongère, voilà, enfin, Ev- Euh, Evelyne aussi qui nous disait la promesse en médecine égale primum non nocere. mmh, Toute vérité est-elle bonne à dire à un malade, par absolument. exemple? Mmh mh. Complètement, mais globalement, c'est vrai que alors peut-être qu'on pourra en reparler sur la deuxième partie, mais cette question du mensonge, en médecine, dans le soin, elle vient vraiment nous questionner sur les principes éthiques. Alors je sais pas du tout si, c'est des choses que vous connaissez dans l'éthique médicale, mais il y a plusieurs principes éthiques qu'on essaye de réfléchir, d'appliquer, de réfléchir. Entre d'un côté, l'autonomie de l'autre, c'est-à-dire, pour respecter son autonomie, il faudrait pouvoir lui donner toutes les informations pour qu'il sache à quoi s'en tenir et donc lui dire tout ce qui existe. Et de l'autre côté, il y a quand même le principe de primum non nocere, d'abord ne pas nuire,
qui peut-être ouvrirait une autre voie en disant: «Bah, si la vérité nuit, peut-être que c'est pas la position la plus éthique». Et donc on est toujours en tension, en fait, avec ces 2 principes éthiques et c'est pour ça que ça nous met dans un dilemme aussi, hein, le rapport à la vérité en éthique. Oui, bah, d'ailleurs, ça va revenir un petit peu plus loin dans les questions, puisque ça a été Ouais? réabordé cette question-là après. Alors si on continue un peu le fil, il y avait aussi un moment où vous aviez abordé, la relation entre le malade et par rapport au médecin qui attend, enfin, où le malade attend une réponse ou en tout cas attend de sa part, en tant que personne sachant, Mmh. une réponse. C'est Ouais. intéressant parce qu'on on peut aussi faire le parallèle entre un élève par rapport à un enseignant, qui Ah bah, est quelle ouais. est finalement la posture de l'enseignant Mmh. par rapport à un élève qui l'interroge et sur peut-être quelque Mmh. chose qu'il ne sait pas. Est-ce qu'il doit Mmh. toujours avoir la réponse à tout? Est-ce qu'il doit toujours donner Mmh. Mmh. ou laisser au contraire bah, peut-être le doute et peut-être aussi Mmh. l'autonomie à l'élève pour pouvoir retrouver par lui-même, quoi. Ouais, ça c'est intéressant et ça, moi, ça me questionne en tant qu'enseignante aussi parce qu'on a souvent beaucoup de questions, alors où on ne sait pas en tant qu'enseignant, alors soit parce qu'on n'a pas les éléments très concrets qui nous sont demandés et auquel cas, alors enfin moi je vous partage mon expérience, j'ai aucun mal à dire: «Bah, j'ai pas les éléments, par contre soit on peut en reparler au prochain cours, soit, je peux vous conseiller des ressources dans lesquelles, ça serait intéressant d'aller chercher par soi-même». Et parfois il y a des questions un peu plus philosophiques, un peu plus existentielles, alors pour des publics peut-être un petit peu plus jeunes, je pense qu'il y a des questions aussi de cet ordre-là. Ça peut être intéressant de sensibiliser, justement les élèves, qu'ils soient jeunes, un peu moins jeunes, à cette incertitude dont je vous parlais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout, mais que c'est pas grave de ne pas tout savoir. C'est-à-dire qu'on attend de l'enseignant qu'il soit sachant d'une certaine manière, mais je pense que c'est bien aussi de partager des choses qu'on ne sait pas et je trouve dans l'enseignement aujourd'hui, c'est pas des choses qui sont très enfin peut-être pas toujours très présentes alors qu'on y gagnerait, hein. Pour moi, c'est une vertu, hein, ce pas cette incertitude et du coup, c'est voilà, ça sort un peu cette posture de sachant qui est un peu parfois, interrogeante, que ce soit pour l'enseignant, pour le médecin, pour, l'avocat. Alors Euh, une autre petite question de Nathalie, qui elle, fait le rapport avec l'orgueil et demande en fait: «Le problème est que les personnes qui vont à tâtons ne le disent pas forcément, le Ouais. font-elles par orgueil pour rassurer?» Mmh. Ouais, Par ouais, peur de complètement. perdre la face ou la Pardon. confiance du public. Il y avait Mmh. aussi. Mmh. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je sais pas trop comment y répondre, mais effectivement, ça peut être, intéressant de partager avec l'autre finalement, le rythme, hein, dans lequel on va, hein, par rapport au fait de dire certaines informations, au fait d'enseigner certaines choses. Enfin, je pense qu'être assez au clair avec, la façon dont on se rapporte à la vérité, ça peut être plutôt bénéfique, mais effectivement, pourquoi on ne le fait pas? Je sais pas, la question de perdre la face, elle est intéressante, cette expression, elle est intéressante, hein. Qu'est-ce qu'on attend de nous et pourquoi, on ne fait pas certaines choses en raison de ces attentes, d'une certaine manière? Et je pense que dans le secteur professionnel de l'éducation, c'est quand même un élément intéressant, hein. Qu'est-ce qu'on attend de nous en tant que professeur, par rapport aux élèves, par rapport, à l'administration, par rapport aux parents, j'imagine aussi. Je pense qu'au milieu de tout ça, effectivement, c'est intéressant, mais même avec le rapport aux familles, hein, ça peut être intéressant de partager ce on y va à tâtons, on ne sait pas toujours, mais on essaye de s'améliorer sur ça. Enfin, moi, je suis plutôt partisane de ça dans la vie en général, donc c'est vrai que je pense que ça peut se manifester pas mal dans ces secteurs-là. Il y avait aussi une remarque d'Armel aussi par rapport à justement le rapport au savoir. Mmh. Erreur, incertitude, probabilité, notamment pour les connaissances scientifiques, évolution de l'homme, découverte nouvelle, ou connaissances sur l'évolution de l'univers qui évoluent et peuvent changer les Mmh. paradigmes existants. Et c'est Ouais. vrai que c'est la question aussi de Popper par rapport au savoir, c'est-à-dire que finalement, on peut jamais prouver une vérité de Mmh. manière définitive, mais par Mmh. contre, on peut la réfuter à un moment ou à un autre, quoi. Et Ouais. donc, c'est un processus, une dynamique, quoi. C'est ça, mais c'est C'est vrai que la ça, phrase de c'est alors, Bachelard aussi sur, oui? non, Allez-y, non, pardon, allez-y. Frédéric. Non, 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 c'est mais la allez-y, phrase de Frédéric. Bachelard sur, la vérité qui a une erreur rectifiée aussi. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, enfin, moi, ça m'intéresse, particulièrement dans la façon dont on se rapporte, au savoir dans la société et je redonne cet exemple, parce qu'on a tous vécu de la crise sanitaire, où les gens étaient vraiment en attente de réponses et ne comprenaient pas toujours pourquoi ils n'en avaient pas.
de réponse. Et finalement, il y avait un peu ce côté réfractaire en disant: «Mais c'est pas possible qu'on ne sache pas, dans l'état actuel de nos connaissances, avec, un secteur scientifique, qui va toujours plus loin, avec des possibilités technologiques qui vont toujours plus loin aussi. Comment, en 2020, est-il possible de ne pas avoir de réponse et de devoir changer nos modes de vie par rapport à ça?» Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de positionnements sur, bah, la recherche, elle a qu'à se bouger un petit peu pour donner des vaccins, enfin une méconnaissance de ces secteurs-là et donc une attente qui était pas réaliste en fait, d'une certaine façon. Donc d'un point de vue épistémologique, on sait qu'il y a un renouvellement des savoirs, il y a une dynamique, mais dans l'attente sociétale par rapport à ces savoirs scientifiques, médicaux, c'est quand même une autre question. Et je trouve qu'on en a eu de bons exemples pendant cette crise sanitaire parce que, bah, avec la société de l'information, on voit les positionnements de tout le monde et c'est assez intéressant. Comme pour le vaccin, hein, par exemple, contre le Covid, hein. C'est un autre exemple. Et puis avec une pression, ouais, une grosse Ah pression oui, sociale sur. énorme, énorme, c'est clair. Alors après, il y a toute une série de questions. Bon, on va peut-être les poser d'un coup, hein, même si c'est plusieurs personnes. En réaction à l'exemple que vous avez donné, c'était Jean-Claude Roman, hein, le médecin Ah oui, qui oui, avait une oui, double vie. Et merci. alors là, il y a toute une série de questions. Bon, je les groupe, hein, et comme ça, on Ouais, basculera je sais pas après. si je pourrais répondre là. Oui, alors les personnes qui ont une double vie comme ce médecin, Ah donc il y oui. a donc plusieurs participants, hein, citent le roman d'Emmanuel Carrère qui s'appelle L'Adversaire, hein, qui raconte cette histoire. Les personnes qui ont une double vie comme ce médecin ne sont-elles pas dans la pathologie? Comment considérer alors le mensonge chez une personne dont Mmh. la pathologie est de mentir tout le temps finalement? Mmh. Mmh. Et juste avant que vous répondiez, cette personne s'est créée une vérité parallèle à laquelle elle croit, elle en est elle-même la victime. Et du coup, Anne-Sophie qui rebondit: «Et que penser du mensonge autour de la santé de Mitterrand?» Voilà, et alors, qu'après c'est une autre série de questions sur le droit à la vérité. Ouais, ouais. Bah, c'est intéressant, c'est vrai que oui, roman effectivement, alors il y a eu plusieurs documentaires sur lui, hein, donc ça peut être intéressant d'aller voir aussi. Mais, ça revient un petit peu à une des premières remarques, que j'avais fait sur, le fait que la volonté est impliquée dans un mensonge. Quand justement le mensonge est l'effet d'une pathologie psychiatrique, ou ce genre de choses, on peut se questionner finalement sur, déjà la volonté qu'on y met et la responsabilité qu'on en a, d'une certaine façon. Et c'est globalement une question qu'on se pose souvent dans le domaine de la psychiatrie, bah, sur, des personnes qui commettent des actes, d'un point de vue de la société qui sont répréhensibles et où on vient se poser la question de savoir, mais quelle est leur responsabilité? Que ce soit un mensonge ou que ce soit de commettre un crime, de tuer une personne ou de voilà, peu importe. Et ça, c'est quand même très difficile. Moi, je fais écho à ça, mais pour avoir parlé avec beaucoup de médecins psychiatres qui réalisent des expertises pour essayer, d'évaluer la part de responsabilité de ces personnes-là, c'est hyper compliqué et en fait, d'une personne à l'autre, on voit que c'est quand même pas toujours les mêmes procédures. D'un psychiatre à l'autre, on fait pas les mêmes procédures pour savoir ça. Donc c'est une vraie question que se posent très concrètement les médecins psychiatres et en parallèle les juges qui décident de peine. Est-ce que cette personne parce qu'en fait, ça va avoir de l'intérêt après dans la suite des choses. Si on estime que la personne elle est responsable, bah, elle va en prison. Si on estime qu'elle est pas responsable, elle reste plutôt dans le secteur hospitalier ou médical. Et donc, c'est pas les mêmes vies après, d'une certaine façon. Alors, je sais pas ce qui vaut mieux, hein, j'en sais rien du tout, j'ai pas l'expérience de ça. Néanmoins, pour la question du mensonge, si la personne subit son mensonge parce qu'elle a une pathologie, notamment psychiatrique, bah, ça pose la question de la volonté dans ce mensonge, ouais, complètement. Et de l'intention dont on parlait, ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, de l'intention qu'on y met, c'est clair, c'est clair. Alors après, ouais, Alors ensuite, oui, ouais, vas-y, c'est plutôt vas-y. une série de questions sur le droit à la vérité, hein, pour les patients. Donc Nathalie qui demande qu'en est-il du droit à la vérité pour les patients, qui demande aussi comment savoir ce dont la personne a vraiment besoin. Un petit peu plus bas, Evelyne qui souligne: n'oublions pas l'entourage du malade. Quelquefois, lui est Mmh. prêt à entendre la vérité, mais pas son entourage. La sincérité, la vérité Mmh. aussi dans l'accompagnement du malade et son environnement. Mmh. Sylvie, bon, qui souligne l'enjeu crucial en fait de la qualité de nos communications. Voilà, sur le droit à la vérité là Il pour y les avait Mmh. aussi patients, la question de l'entourage. Armel qui disait et si le malade veut connaître la vérité sur son état de santé, même s'il est condamné, peut-on continuer à lui Oui. mentir? Mmh. Question qui se pose par rapport à la fin de vie ou au droit de mourir dans la dignité, choix qui Mmh. dépend aussi du malade. Et est-ce que finalement, annoncer la mort d'un malade, est-ce que c'est forcément, est-ce que c'est nécessairement lui faire du mal ou est-ce que parfois ça peut être aussi Mmh. l'inverse?
Bien sûr. Ça, c'est des questions sur, la question de la fin de vie plus exactement. On s'était beaucoup posé cette question par rapport aux situations de fin de vie, notamment avec une de mes collègues avec lesquelles je travaille, qui est chef de service de soins palliatifs. Donc, elle accueille des personnes dans son service, pour certaines qui ressortiront, mais pour d'autres qui ne ressortiront pas parce qu'elles sont vraiment dans une fin de vie imminente. Il y a toujours un entretien à l'entrée de ces services de soins palliatifs où parfois, en fait, elle se rend compte que les personnes ne savent pas exactement où elles en sont de leur maladie. Elles ne savent même pas que leur maladie est incurable, elles n'ont pas idée que la fin globalement est dans pas très longtemps et elles se posent toujours cette question. Elle me dit: «Mais qu'est-ce que je dois leur dire déjà? Est-ce que, c'est à moi de le dire maintenant d'une façon assez brutale? Est-ce que la personne est vraiment prête?» Et ça, alors j'ai pas la réponse à cette question. Elle-même médecin de soins palliatifs, elle ne l'a pas. Elle essaye, d'aviser en fonction de la personne, avec l'entourage aussi qui peut donner des éléments sur le rapport aux choses, tout en ayant, soin, tout en prenant soin de bien garder en tête que le patient, ça reste toujours la personne prioritaire par rapport à ces informations. C'est difficile d'aller dire des choses à la famille qu'on ne dit pas au patient, même déontologiquement en fait, finalement. Donc ça, il faut Oui. bien garder en tête cette dynamique entre personnes, proches, famille, patients, et essayer de savoir comment on fait. Mais c'est souvent une question que je pose à des personnes, parfois que je rencontre dans le cadre de DU de soins palliatifs. Finalement, quels mots utilisez-vous pour parler de la mort qui vient? Parce que dans les soins palliatifs, c'est souvent le cas. Et à chaque fois, ils me disent: «Mais on n'en sait rien, on ne sait pas plus que vous, en fait. Déjà, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas s'il faut dire, donc en fait, on s'adapte au cas par cas en fonction de la personne». Mais c'est pas une science exacte, hein. On en parlera un petit peu tout à l'heure, hein, sur le droit à la vérité, dans la seconde partie, mais ça reste quand même une incertitude, qui renvoie à chaque histoire singulière et à chaque fois, on essaye de faire au mieux. En tout cas, c'est ce que le message que me livre, en fait, cette collègue de soins palliatifs qui se questionne beaucoup sur ce droit à la vérité. Dans une société où finalement on a un droit à l'information aussi parallèlement, donc pas évident, quoi. Oui. Alors, dans un autre champ, hein, une question d'Anne-Sophie, bon, qui est très large, mais vérité et mensonge pour protéger, par exemple, au nom de la justice, et elle donne l'exemple des Juifs face aux nazis. Ouais, ouais, mais complètement. C'est un peu l'exemple, enfin, Oui, l'exemple que Kant paradigmatique. et Constant, Dénoncer, disaient oui, oui. finalement. Ouais, elle disait finalement si, l'autre, veut la vérité pour faire du mal ou si l'autre dit la vérité pour faire du mal, hein, c'est ce que dit beaucoup, Jean Kelevitch aussi. Alors si vous connaissez Jean Kelevitch, vous savez que, bah, il est né en 1903, il est mort en 1985. Il est français, mais il est juif aussi. Donc il a un rapport aussi, à cette question-là qui est prégnante dans sa philosophie et d'ailleurs, ça marque un tournant dans sa philosophie entre l'avant et l'après-guerre mondiale. Et donc voilà, quand il fait référence à cet impératif absolu de vérité, pour lui, c'est pas possible et en ayant en tête des exemples comme ça, notamment parce que dire la vérité pour faire du mal ou dire la vérité pour qu'il y ait une action, mal intentionnée après ou même criminelle, non. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il a évolué dans son rapport à la vérité, parce qu'il a commencé à écrire son traité des vertus avant la Deuxième Guerre mondiale et il l'a fini après. Donc il y a une évolution dans sa pensée morale en raison de ce qu'il a vécu lui aussi. Donc c'est assez intéressant ça. On revient à la médecine, Très une bien. question de Brigitte. La recherche de la probabilité de développer une pathologie à plus ou moins long terme via Mmh. l'intelligence artificielle va prendre une place majeure dans la médecine de demain. Quelle Ouais. place au mensonge et à la vérité dans cette médecine statistique qui advient? Ouais, ça c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Alors c'est des questions qu'on se pose. Alors c'est vrai que pour l'intelligence artificielle, on est en plein, questionnement éthique sur, déjà ce que c'est, sur ce que ça permet, sur les enjeux éthiques qui s'y posent. Mais la question que vous posez, alors je sais pas si, je trahis un peu votre question, mais moi ça me fait penser aussi à tout le champ de la médecine génétique qui justement, marche aussi un peu avec les probabilités. C'est-à-dire que si on décèle tel ou tel gène pour certaines pathologies, on peut maintenant le faire correspondre à une certaine probabilité de développer telle maladie. Ça va être le cas, par exemple, pour un des gènes qui est responsable du cancer du sein. C'est le gène BRCA1, BRCA2. On peut faire des tests dans des conditions particulières pour savoir si on a une probabilité de développer un cancer du sein. C'est de la probabilité, c'est pas soit oui, soit non, c'est de la probabilité. Donc après, déjà, comment nous, on vit la probabilité en tant que personne. Ça se trouve pour moi, 80, bah, je vais être sereine parce qu'il y a 20 de chances que je ne l'ai pas. Ça se trouve pour vous, ça va être une épée de Damoclès tous les jours de votre vie. Donc comment on vit ça? Deuxièmement, effectivement, qu'est-ce qu'on dit quand on n'est pas sûr? En tant que médecin généticien, en tant que conseiller en génétique, comment on aborde ces nouvelles formes de maladies qui reposent sur des probabilités? C'est une vraie question. Il y a autre chose qui se pose aussi en médecine génétique, c'est que parfois, on trouve des choses qu'on ne cherchait pas. Quand on fait des analyses génétiques, on trouve des choses qu'on ne cherchait pas. On cherchait un gène en particulier, on voit qu'il y a d'autres anomalies
Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on dit tout au patient de ce qu'on a trouvé, même si on n'est pas sûr de ce que c'est, même si on ne sait pas les conséquences que ça aura? Ou est-ce qu'on estime qu'on n'a pas à dire ça parce que c'est pas ce qui était cherché et il n'y a aucun sens à le dire? Et ça se pose beaucoup parce que c'est ce qu'on appelle les découvertes fortuites. On trouve des choses qu'on ne cherchait pas. Et donc, à qui appartiennent ces informations génétiques? Est-ce que c'est au patient et donc, auquel cas, il faut qu'il sache tout ce que le médecin sait? Ou alors, est-ce que c'est autre chose? Et c'est vraiment des questions éthiques qu'on se pose de plus en plus avec la génétique qui se développe énormément et qui pose de plus en plus ces questions-là. Alors c'est vrai que les questions ne s'arrêtent pas. Je ne sais pas si on reprend pas comme vous Ouais, allez passer c'est encore des il y a juste questions, Il me reste une petite sur le partie à soin. faire, mais Ouais, ouais. vas-y Nico. Allez-y, Nicolas. non, il y avait juste une question sur le. Ouais, je la retrouve plus. Sur le déni. Ah oui, Que Ah oui. dire du déni? Comment faire face aux gens qui ne veulent pas voir la vérité ou c'est qui sont Anne-Christine et pas Anne-Sophie. Pardon, Anne-Christine. Mmh. rejet? Le déni, la question du déni. Mais là, est-ce qu'on, alors je ne sais pas, je suis pas médecin du tout, mais est-ce qu'on flirte pas avec la question de tout à l'heure en disant que quand on pense que quelque chose qui est faux est vrai ou vice-versa, dans quelle mesure finalement on y met de la volonté ou pas? Enfin, je pense à la question du déni de grossesse, en fait. J'entends la notion de déni, même si, il y a d'autres, situations où on nie les choses parce qu'elles sont trop violentes pour nous, parce que la réalité n'est pas acceptable. Mais le déni de grossesse, c'est quelque chose de fabuleux quand même. Parce qu'on se dit, quand on ne l'a pas vécu, j'imagine, comment c'est possible de ne pas savoir qu'on attend un enfant et qu'on va en accoucher? C'est quand même fou. Le corps aussi, le corps peut mentir d'une certaine manière parce que dans les dénis de grossesse, le ventre n'est pas gros comme une grossesse, au terme. Donc le corps peut mentir aussi d'une certaine manière dans cela. Mais dans quelle mesure il y a une part pathologique? Dans quelle mesure il y a un peu de volontaire dans cela? Ça, c'est des questions sur lesquelles je ne sais pas trop. Mais la question du déni, elle est intéressante. Dans quelle mesure c'est volontaire et dans quelle mesure ça ne l'est pas? Dans quelle mesure c'est normal ou dans quelle mesure c'est pathologique? Ça, peut nous renvoyer un peu à ces questions-là. Bon, Euh, je pense qu'on peut reprendre Élodie et puis Ouais? si, il y a Armel, je crois aussi oui, il y a Armel qui lève la main. Armel, pardon. Hop, c'est bon. Normalement, c'est bon pour vous, Armel. Il y a juste à activer le micro de votre côté et voilà, c'est bon. Normalement, on devrait vous Oui, entendre. bonjour. Bonjour et merci de cette intervention très intéressante. C'était par rapport justement à la connaissance de la vérité sur son état de santé, même si on est condamné. Par rapport à votre réponse, je pensais également à des gens qui avaient des maladies longues, telles que la maladie de Charcot, par exemple, ou des choses comme ça. Mmh. Et donc, par rapport à quelqu'un qui serait condamné et ne pas lui dire suffisamment tôt, en fait, la vérité, Mmh. puisse prendre cette décision de mourir dans la dignité et de Mmh. prendre ses dispositions pour un suicide assisté, par exemple. Ouais, Elle était effectivement, là ça plutôt c'est ma question. ouais, ouais, bien sûr. C'est-à-dire quelle échéance, à quel moment, Mmh. heu, est-ce qu'il n'y a pas de rétention de certains médecins, par rapport Mmh. justement à cette décision que pourrait prendre le patient? Ouais, bien sûr. Non, ça c'est une question intéressante parce que alors déjà, d'une, on peut se dire qu'effectivement si l'annonce de la maladie est pas faite, en temps et en heure, il y a le corps, hein, qui va parler au bout d'un moment parce qu'il y a des symptômes très particuliers dans ce genre de maladie. Mais effectivement, il y a beaucoup cette réflexion, chez les médecins, chez les soignants, en disant que, bah, d'un côté, on peut se dire que la vérité n'est pas toujours bonne à dire, mais de l'autre, on sait qu'il y a des personnes qui ont besoin de pouvoir s'organiser, ne serait-ce que par rapport à leur famille, de régler certaines choses personnelles ou même, effectivement, pour certaines personnes, d'envisager, une fin de vie, selon ce qu'elles estiment être le mieux pour elles. Et donc la question de la temporalité, là, elle est importante, hein, parce qu'effectivement, il y a des moment à partir desquels, dans ces maladies-là, on ne peut plus, hein, aller en Suisse, par exemple. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Alors je ne sais pas, hein, si, des médecins vraiment, font de la rétention pour éviter, ces sujets-là. Néanmoins, je pense que je suis assez d'accord avec vous, si c'est votre position. C'est important quand même de pouvoir, être assez au clair sur la maladie dont il est question et voilà, mais toujours en tâtonnant d'une certaine manière, avec ce que peut entendre la personne. En tout cas, en lien avec ce sujet de la fin de vie, oui, ça a de l'importance de se poser cette question. Merci. Je vous en prie. On vous laisse reprendre Élodie, il est 15h30 en fait, tout va arriver très vite là. Ouais, mais Donc, bon, ça devrait être bon et puis de toute façon, si j'ai le chat en copie d'écran, du coup, ça me permettra de relire après aussi les Oui, questions. après, si on Chouette. déborde un peu, après, Ouais, enfin, nous, on n'est pas pressé, hein, si jamais ouais, vous avez le ça temps, marche, c'est possible aussi. ça marche. Alors je repartage, tac, je l'avais enlevé juste le temps de la discussion. Alors, hem
Finalement, ça va faire beaucoup écho à ce qu'on a dit dans le chat, donc c'est parfait, la transition est bonne. On est quand même dans un contexte, pour parler de la question du soin, un contexte qui est celui de l'information. Je vous ai mis en référence quelques lois au sein desquelles finalement ce rapport à l'information est assez prégnant. Alors ce sont des lois qui concernent les questions de santé et ce sont des lois qui, dans le champ de la réflexion éthique, sont souvent finalement portées en référence. Donc la loi de 2002, qui est la loi dite Kouchner sur le droit des malades et la qualité du système de santé, c'est une loi dans laquelle on va beaucoup parler de ce droit à l'information, de ce droit de l'usager, de la question du consentement libre et éclairé. Dans le consentement libre et éclairé, on a vraiment cette idée que pour consentir, il faut qu'on soit informé, d'accord? Donc ça, l'information déterminerait le consentement. Et les lois de 2005 et de 2016 qui sont des lois sur la fin de vie, donc la première, la loi Leonetti, qui va aborder aussi ces questions-là de droit à l'information, et la plus récente, qui est celle actuellement en vigueur, finalement sur la question de la fin de vie. Alors ce qui est intéressant, c'est ce contexte de l'information, une information qui va être caractérisée de 3 manières dans les textes mêmes, d'accord, les textes juridiques eux-mêmes. L'information que l'on donne aux patients doit être claire, elle doit être loyale et elle doit être appropriée. Donc en fait, 3 caractéristiques qui en eux-mêmes vont porter un peu toute cette réflexion que l'on a depuis tout à l'heure, parce que c'est 3 mots qui ne vont pas forcément totalement dans le même sens. Tout d'abord, une information qui est claire, c'est une information qui se comprend. C'est une information que je peux lire assez facilement si elle est écrite, ou que je peux comprendre assez facilement si elle est orale. D'accord? Et ça, alors je le dis assez simplement et de façon évidente, mais c'est pas toujours le cas, hein, dans le domaine de la médecine, pour parler de ce domaine-là, dans la mesure où il n'est absolument pas rare, d'avoir des patients qui ressortent d'une consultation en n'ayant pas bien compris ce qu'il en était. Et c'est pas qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que réellement, les mots utilisés étaient des mots, techniques, des mots d'experts, et des mots qui ne sont pas toujours clairs de sens quand on n'est pas dans le domaine. D'accord? Et ça, c'est important. Alors juste une petite parenthèse sur un ouvrage, hein, qui est un témoignage de patiente sur l'expérience de l'annonce de son cancer du col de l'utérus. Et il y a un passage, alors que je vous paraphrase parce que j'ai plus exactement la citation en tête, où elle explique comment on lui a annoncé qu'elle avait un cancer du col de l'utérus. Le médecin lui dit, sans rien d'autre avant ni trop de choses après: «Vous avez un carcinome épidermoïde». C'est tout, rien de plus. Et là, elle comprend pas, en fait. Elle comprend pas ce qu'on lui dit. Mais vraiment, au sens, cognitif, elle comprend pas et il lui explique pas. Il lui explique pas. Donc elle va chercher sur Google en même temps, le temps de sa consultation sur Google, ce que c'est un carcinome épidermoïde. Et donc là, elle voit que c'est un cancer. Mais jamais le médecin lui dira le mot cancer. Il finit juste par lui dire en fin de consultation: «Ne vous inquiétez pas, au centre Léon Bérard, ils sont très compétents». Et là, elle se dit: «Bah, si j'avais un doute, j'en ai plus». Je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui ne sont pas de la région, le centre Léon Bérard, c'est un centre, réputé pour lutter contre le cancer. Et donc on sait que si on nous adresse là-bas, c'est qu'il y a un cancer, d'accord? Donc là, l'information claire, c'est loin d'être évident, hein. Dans cette posture de sachant, avec ses codes, son jargon, ses concepts, il faut faire attention à ce que l'autre comprenne. Parce que finalement, informer, c'est bien, mais informer clairement, c'est peut-être mieux. L'information loyale, eh ben, ça serait une information qui serait loyale, fidèle par rapport à la réalité, c'est-à-dire des analyses de sang, des IRM, des scanners nous ont donné tels éléments. On va faire en sorte de donner l'information telle qu'on l'a vue de façon claire dans ces analyses, dans ces examens, grâce à cette technologie. Donc plutôt du côté de dire la vérité factuelle. Mais on a aussi une information appropriée. Et du coup, là, on revient un petit peu quelque part en arrière en disant: «Mais c'est quoi une information appropriée?» C'est une information qui va être peut-être adaptée, adaptable à la personne qu'on a en face de soi, au moment où on donne l'information, à la façon dont on donne l'information aussi. On l'approprie à la situation, à la singularité. Donc vous voyez, on revient à ces 2 pôles, hein, d'un côté tout dire, de l'autre côté, eh bien, comment dire? S'adapter à la situation. Entre le loyal et l'approprié, on retrouve ce dilemme et cette ambivalence du rapport à la vérité dans le domaine de la médecine. Et comme je vous le disais, je commençais à vous le dire tout à l'heure, finalement, d'un point de vue éthique, ça a beaucoup d'écho, hein, ça a beaucoup d'écho, notamment dans la façon dont a évolué la relation médecin
patient au cours du temps. Dans la seconde partie du XXe siècle, quand on a commencé à vouloir décrire un petit peu cette médecine, ce soin, cette relation de soins, la relation de soins était caractérisée de paternalisme médical. Je ne sais pas si c'est un mot dont vous avez déjà entendu parler, mais globalement, et ça c'est le philosophe Gilbert Ottois qui le définit de cette façon-là, le paternalisme médical, c'est l'attitude du médecin qui prétend juger du bien du patient mieux que le patient lui-même. Autrement dit, quelqu'un de paternaliste avec vous, c'est quelqu'un qui pense savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. Au fur et à mesure du développement des droits des personnes et des droits des patients, au fur et à mesure du développement de l'éthique, on va de plus en plus critiquer ce paternalisme médical en disant que le patient doit avoir sa place, qu'il doit pouvoir participer à la décision, si ce n'est décider pour lui-même, et on va valoriser de plus en plus la question de l'autonomie. Le fait est qu'à vouloir valoriser et ajuster ce train en comptant l'autonomie des personnes, on est presque allé dans un extrême inverse. L'extrême inverse du paternalisme qu'on appelle dans le jargon un peu là l'autonomisme, c'est-à-dire l'autonomie à tout prix. Où on considérerait que le rôle du médecin, c'est de donner tous les éléments qu'il a au patient et le patient pourrait décider ensuite avec ces éléments-là. Donc on se déleste, on se décharge d'une vérité qui est parfois dure à porter, il faut le dire, au nom de l'autonomie. Au nom de l'autonomie. Il y aurait presque une injonction à l'autonomie, même pour celui qui ne le voudrait pas. Même pour celui qui est bien content de laisser les autres décider pour lui-même. Donc attention, c'est ce que, voilà, on a un peu dans la réflexion éthique ces temps-ci, attention à trouver le bon équilibre entre le paternalisme, qui est un médecin qui décide trop pour le patient, et l'autonomisme, qui est un patient laissé tout seul à son compte, avec toutes ces informations, parfois même celles qu'il n'aurait pas forcément voulu. Vous voyez? Et donc, au cœur de cet équilibre à trouver entre le paternalisme et l'autonomisme, comment situer le rapport à l'information et donc à la vérité? À la vérité. Est-ce qu'au nom de l'autonomie, on doit tout dire au patient? Est-ce qu'au nom du soin, on doit peut-être se dire qu'à un moment donné, le primum non nocere va primer? Et d'abord ne pas nuire, c'est peut-être d'abord ne pas nuire avec une vérité dont on ne sait que faire. Mais toute la question, c'est de savoir comment on l'appréhende, hein. Je rejoins votre question que vous me posiez tout à l'heure. Comment on sait ce qu'il faut dire? Comment on sait à quel moment il faut le dire? C'est pas évident, hein. Les questions, on les a, on les a. Les réponses, on les touche du bout du doigt et parfois on les touche même pas. On les touche même pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu, on fait un peu un historique du lien, enfin du rapport de la médecine au mensonge. Je pourrais vous le donner en bibliographie, ça, il y a un article qui synthétise un peu pas mal les postures. On voit que le mensonge, tel que parfois il est condamné par la philosophie morale, eh bien, est plutôt associé et associable à la bienveillance thérapeutique dans le domaine de la médecine. Historiquement d'ailleurs, hein, le mensonge est reconnu, parfois il est encouragé, et c'est le cas chez des personnes comme Hippocrate ou Platon même. D'après les récits hippocratiques, hein, je cite ce bout du récit hippocratique en question, on fera toute chose avec calme, avec adresse, cachant au malade pendant qu'on agit la plupart des choses. C'est peut-être un peu extrême, mais bon, on en parle. Lui donnant avec gaieté et sérénité les encouragements qui conviennent, écartant ce qui est de lui, tantôt le réprimandant avec vigueur et sévérité, tantôt le consolant avec attention et bonne volonté, ne lui laissant rien apercevoir de ce qui arrivera ni de ce qui menace, car plus d'un malade a été mis à toute extrémité par cette cause, a été mis en toute extrémité par cette cause, c'est-à-dire par un pronostic, on lui annonçait ce qui devait arriver ou ce qui menaçait. Donc chez Hippocrate, alors il va peut-être un peu loin parce que finalement, si on ne lui dit rien de ce qui se profile, ça peut quand même être un peu trop du côté paternaliste, mais néanmoins, il laisse la place à la possibilité d'un mensonge pour des raisons qu'il estime être bienveillantes. Chez Platon, la thématique du mensonge est davantage abordée d'un point de vue politique, dans un premier temps. En effet, et là je les cite, hein, la vérité a des droits dont il faut tenir compte. Il va justifier le mensonge, le moyen du mensonge, pour le magistrat notamment, en vue d'une fin plus haute et plus noble, par exemple la protection d'un État. Donc un mensonge politique qui viserait à protéger son État serait acceptable. D'accord? Tromper l'ennemi est acceptable si ça permet d'une certaine manière de pouvoir se protéger. Par rapport au rôle du médecin, il dit la chose suivante, hein: si nous avons eu raison de dire que le mensonge inutile odieux est quelquefois pour les hommes un remède utile, il est évident que c'est au médecin à l'employer, et non pas à tout le monde indifféremment.
chez Platon, il y a une place de choix attribuée au médecin, et il a un rôle particulier dans la cité, et donc il n'y voit pas d'inconvénient à ce que le médecin utilise le mensonge. Dans la Rome antique, la possibilité du mensonge est laissée au médecin, pour autant qu'il soit inclus dans une volonté thérapeutique. La parole rassurante est jugée bienfaisante pour le patient. D'un point de vue général, le monde gréco-romain envisage déjà un mensonge thérapeutique, délivré par le médecin dans un objectif de soin, un mensonge thérapeutique qui, par la même occasion, est le miroir des attentes du patient. Le Moyen Âge, période historique au cours de laquelle la religion est omniprésente, voit l'autorité du médecin renforcée. Le médecin, alors considéré comme un agent de Dieu, devrait connaître la même obéissance que celle envers Dieu. Le terme de dissimulation prudentielle. La dissimulation prudentielle est d'ailleurs évoquée par saint Thomas d'Aquin, d'accord, qui va nous sensibiliser à la nuance à faire entre le mensonge et la tromperie. Vouloir tromper quelqu'un, lui faire croire ce qui est faux, cela n'est pas de l'ordre du mensonge pour saint Thomas d'Aquin. D'accord? Le désir de tromper, il le condamne. Par contre, le fait de ne pas tout dire pour des raisons autres, par exemple l'impératif de charité, le fait de prendre soin de l'autre, c'est quelque chose qui est moralement acceptable. Donc il y a des situations, notamment dans le domaine du soin, où il y a des valeurs supérieure à la réalité. Et il parle de dissimulation prudentielle. On ne dit pas tout parce qu'on est prudent, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne dira jamais les choses, ça veut dire qu'on est prudent dans l'avancement de la situation. Donc on voit que dans ce regard-là, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Le manuel d'éthique médicale proposé par le médecin Percival, d'ailleurs, va marquer une certaine modernité dans la morale médicale, même s'il reconnaît, comme ses prédécesseurs, l'importance de rassurer le patient. L'importance de rassurer le patient. Les principes d'humanité pouvant justifier que le praticien sacrifie parfois la notion délicate de vérité quand celle-ci est pénible au patient. Donc finalement, entre faute morale et bienveillance thérapeutique, on est vraiment dans ce questionnement sans cesse par rapport finalement à l'acceptabilité du mensonge. Alors j'aimerais cheminer par ça pour ma dernière remarque, et du coup j'arrive à la fin de mon topo, donc finalement on aura le temps. Si ne pas dire les choses pourrait participer du mensonge, comme d'ailleurs nous l'avons signalé précédemment, ne pas les dire dans l'immédiat et n'importe comment, par exemple en ne se souciant du simple fait qu'elles soient dites, qu'elles soient énoncées comme une façon de se déresponsabiliser, eh bien peut-être que cela, c'est-à-dire attendre pour dire, n'est pas directement assimilable au mensonge, en tout cas celui qui est condamné d'un point de vue moral. Il apparaît du coup dans cette formulation que la temporalité est probablement à considérer dans l'annonce de la vérité. Et notamment dans le domaine du soin, il est intéressant peut-être de considérer qu'une information peut peut-être attendre si on considère que le moment n'est pas le meilleur, si l'on considère que le moment n'est pas le plus opportun. Et donc là, vous voyez où je veux en venir, parce que vous êtes familier de toutes ces notions-là. Est-ce qu'il existerait pour annoncer quelque chose, que ce soit une information dans le domaine médical par rapport à sa santé ou même ailleurs, est-ce qu'il existerait un moment opportun pour dire une vérité difficile? Est-ce qu'il existerait un moment propice? Dans la philosophie grecque, cette notion, elle est celle du kairos, d'accord? Elle est celle du kairos, c'est une très belle notion, la science du moment opportun. Est-ce qu'il existerait un moment qui serait le meilleur d'une certaine façon? Alors, cette question du moment opportun, donc on la retrouve notamment chez Aristote, qui va la conceptualiser d'un point de vue philosophique, qui va la développer plus en profondeur. Il associe la notion de kairos à l'idée de médiété, c'est-à-dire une action dont l'auteur aurait saisi le juste milieu entre le trop tôt et le trop tard. L'idée, c'est d'éviter le choix d'un mauvais moment dans l'ordre du temps et réussir cette entreprise assez périlleuse qui est celle d'appeler le meilleur moment. Du coup, la question, elle se pose dans le cadre spécifique du soin. Est-ce qu'il est possible d'essayer d'évaluer le meilleur moment pour dire les choses? Est-ce qu'on rencontre toujours ce meilleur moment? Est-ce qu'on rencontre cette occasion? Jean Kelevitch va beaucoup parler de la notion d'occasion, une occasion qui est filante dans le temps. L'occasion, elle se présente, mais aussitôt là, elle repart. Donc, ce moment opportun, ce moment propice, peut-être pouvons-nous le rencontrer et peut-être pouvons-nous en profiter.
Peut-être pas, mais peut-être que c'est une piste, hein, dans le fait de dévoiler des informations au nom du respect éthique de l'autonomie de l'autre, mais au nom du respect éthique de la bienfaisance, peut-être qu'attendre, peut-être que considérer la temporalité, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Alors, dans la pensée grecque, hein, on a plusieurs conceptions du temps, hein. On a la notion de kairos, qui est donc ce moment opportun. On a la notion de chronos aussi, qui est le temps physique, le temps mesurable, le temps mesuré. Et on sait que dans le domaine du soin, le temps est mesuré. Et c'est bien le problème, hein, probablement. Enfin, je ne sais pas si vous vous intéressez un peu à ce milieu-là, mais on est quand même dans une crise du soin, de l'hôpital public, des carrières médicales et soignantes sans précédent, qui dure déjà un peu depuis longtemps, parce qu'on est dans un rapport aux soins qui est organisé de façon très gestionnaire, où on millimètre le temps, on est dans un rapport au chronos, et finalement, on a peu le loisir de saisir les meilleurs moments pour dire les choses, pour faire les choses. On peut penser, tout simplement à l'idée d'une toilette. On sait que c'est absolument pas le patient qui va choisir quand aura lieu sa toilette. Même si dans notre vie de tous les jours, on a l'habitude de se laver en plein après-midi, le soir, le matin. Le temps du soin chronos ne laissera pas ce moment opportun du patient, hein, d'une certaine manière. Alors c'est un exemple assez trivial, hein, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Comment saisir le moment opportun pour dire dans un temps qui est millimétré? Comment saisir le moment opportun dans une consultation qui va durer 15 minutes? Parfois, une consultation avec un oncologue qu'on ne verra pas tant que ça de fois, elle dure pas longtemps. Elle se répète pas si souvent que ça, vous voyez? Donc dans un temps qui est compté, comment saisir la meilleure temporalité pour dire? Comment saisir le kairos? C'est une difficulté en soi, hein, même si philosophiquement je me dirige vers ça, j'ai bien conscience, que concrètement, c'est pas si simple que ça, d'accord? Donc finalement, la réflexion sur le mensonge et la vérité dans le soin, elle ne peut pas faire, abstraction de cette question de la temporalité. Je pense que globalement, c'est une question importante à tous les égards, hein, cette question de la temporalité, c'est-à-dire la façon dont on vit le temps, la façon dont on appréhende, dans un temps qui est millimétré justement, sans cesse, dans nos vies personnelles et professionnelles. Comment on essaye, pour des raisons éminemment éthiques, de tenter finalement de dire les choses, dans un moment qui est le meilleur pour le patient. En considérant que le prioritaire, la personne prioritaire, c'est bien le patient et c'est pas l'institution, c'est pas le médecin à ce moment-là, parce que c'est le patient qui est malade, c'est le patient qui souffre, c'est le patient qui va vivre des choses, quand même pas sympathiques. Donc on peut estimer que la priorité, elle est là et que d'un point de vue éthique, on doit pouvoir au moins les penser, hein, d'une certaine manière. Je finirai par cette citation, alors qui est pas philosophique, c'est un médecin, Jay Katz, qui avait réfléchi au sujet, hein. Que faut-il dire au malade? Bah, peut-être qu'il faut le lui demander. Il faut le lui demander. Alors, peut-être pas tel quel, hein, qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais plutôt essayer de comprendre à partir du patient ce qu'il en est. Toujours en gardant ce dilemme bien présent et propre à la thématique du mensonge entre bah, le respect de l'autre dans son autonomie et dans son droit à l'information et le respect de la bienfaisance et de la non-malfaisance pour lui, avec l'idée de se dire que la vérité, elle n'est pas toujours bonne à entendre tout de suite, et peut-être qu'il faut prendre le temps, si tant est qu'on ait le temps de le prendre. Voilà, j'en ai terminé pour ce que je voulais vous raconter dans cette partie sur le soin, mais je me ferai un plaisir de vous donner un article qu'on avait rédigé avec ma collègue de soins palliatifs sur le sujet qui reprendra pour le coup, globalement, ce que je vous ai dit dans cette intervention. Donc ça peut faire une trace, assez claire et bien évidemment d'autres références si ça vous intéresse. Il y a la sociologue ou l'anthropologue, je ne sais plus, Sylvie Feinsang qui a écrit vraiment, un livre sur le mensonge dans le soin, donc il y a plein de choses aussi, vraiment, vraiment intéressantes. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et si on a encore un petit peu de temps, on peut discuter. Merci Elodie pour votre intervention qui a aussi encore pas mal suscité de questions dans le chat ou de remarques en tout cas. On avait donc... alors attendez, je me remette au bon endroit. Hop. Oui, alors par rapport, pas mal de réactions par rapport justement au petit extrait là, que vous aviez lu de l'annonce du cancer, enfin de la non-annonce en tout cas, Ouais. du cancer du médecin à son malade. Si le malade veut connaître la vérité sur son état, peut-on continuer à lui mentir? Question qui se pose par rapport à la Mmh. fin de vie, dans le droit de mourir. Oui, alors Nathalie qui souligne la lâcheté évidente du soignant. Il ne Oui. parlait pas à une collègue, mais à une patiente.
Mm. pas le courage de dire cancer. Si choc de l'annonce, elle devait avoir, elle l'a eu au moment, enfin devant son écran d'ordi et Mm. seule. Mais c'est ça, c'est vraiment ça qu'elle raconte. Alors, le livre s'appelle La Belle au crabe dormant. C'est un livre avec un gros ton d'ironie, hein, vous le verrez si vous allez le lire. Mais elle le raconte d'une façon c'est même difficile à lire, hein, parce qu'on a vraiment cette idée de se dire qu'il a lâché son information médicale à ce moment-là. Et voilà, la patiente devait se débrouiller. L'autonomisme que je vous décrivais tout à l'heure, c'était un peu ça, en disant, bah, moi, j'ai fait mon job, je vous ai dit ce que vous aviez, je vous dis où vous devez aller pour vous faire soigner, et après, le reste. Moi, c'est avéré que c'était pas un super médecin par la suite, mais on s'en doute quand même dans cette façon de faire. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est une violence inouïe, hein. Dans le domaine du soin, alors, c'est pas trop par rapport aux informations, mais je sais pas si vous connaissez Claire Marin, qui est philosophe contemporaine super intéressante. Et alors, pas sur ses derniers bouquins, mais sur les bouquins d'il y a quelques années, elle parle de son rapport à la maladie, hein, elle-même qui est atteinte d'une maladie. Et elle explique, et un de ses ouvrages s'appelle Violence de la vie, violence de la maladie, à quel point la médecine parfois elle est violente, mais pas parce que les gens sont violents physiquement, c'est juste qu'il y a des mots, il y a des techniques, il y a des examens qui portent une violence en eux d'une certaine manière. Et là, dans cet exemple de la Belle au crabe dormant, on a vraiment un mot qui est un mot médical, qui est violent. Qui est violent parce que déjà, on ne comprend pas ce qu'il veut dire et après, on découvre seul ce qu'il veut dire. Donc ouais, ça pose bien des questions. Sur l'annonce du diagnostic, ça en pose beaucoup. On avait du coup justement des questions sur la formation des médecins pour annoncer Mmh. enfin, ce type de nouvelles. La formation ne suffit. Alors attendez, hop. Oui, quelle formation humaine peut-elle proposer à ces médecins qui annoncent un tsunami dans la vie des patients? Mmh. Quelle que soit la forme. Après, une autre remarque de Nathalie, j'en lis plusieurs parce qu'elles sont sur le même Ouais, bien thématique. sûr. Quelle que soit la formation, on se doute bien qu'on ne peut pas utiliser un jargon en termes techniques. La formation ne suffit pas, même si beaucoup de facs de médecine ont des cours de sciences humaines aujourd'hui, le questionnement professionnel est un impératif. Mmh. Beaucoup de médecins qui annoncent le pire ne semblent pas formés pour. Ils sont dans leur Mmh. jargon. Le plus souvent, quand on leur pose des questions, on a l'impression de les déranger ou de leur faire perdre du temps. Alors, on revient sur aussi la question du temps et du rapport Mmh. Chronos-Kairos. Mmh. Ils ne sont pas à l'aise avec l'annonce de la vérité. Donc, ils tournent autour en se cachant derrière un Mmh. paravent de jargonnant. C'est vrai que c'est toujours une difficulté aussi entre donner des éléments précis et concrets qui risquent du coup de tomber dans un vocabulaire qui est scientifique et qui n'est pas forcément compréhensible par le patient. Et en Mmh. même temps, vulgariser, des fois, ça peut manquer aussi de précision. Donc, c'est toute la C'est vrai. difficulté de trouver le bon Ouais. équilibre entre les deux. C'est sûr. Sur la formation, c'est vrai que ça, c'est une question qui se pose beaucoup parce que pendant longtemps, jusqu'à pas longtemps, il n'y avait pas toujours des formations sciences humaines et sociales ou même des modules d'éthique. Dans toutes les facs, c'est pas encore le cas. Ça commence à changer et justement, il y a des simulations, des ateliers pour les futurs médecins, pour parler d'eux, où justement, on s'essaye et on s'entraîne à annoncer des choses avec des profs de philo, des sociologues, donc ce rapport aux sciences humaines et sociales. Donc ça commence à bouger, mais c'est pas si vieux que ça, donc c'est vraiment une vraie question. Dans les IFSI, par exemple, c'est beaucoup plus instauré. Il y a un module, d'éthique chaque année, donc un peu plus sur la fin de vie en troisième année, en deuxième année, plus sur les apports et la première année, quelque chose de plus général. Il y a beaucoup plus d'heures pendant longtemps, il y a eu beaucoup plus d'heures d'éthique en IFSI qu'en médecine. Vous voyez? Alors que c'est 3 ans l'IFSI et la médecine, c'est beaucoup plus d'années. Donc ça pose beaucoup de questions et ça, je pense que ça devrait faire partie intégrante, mais ça commence vraiment, vraiment, faire partie intégrante des formations. Par exemple, à la fac de Saint-Étienne, il y a vraiment beaucoup de choses, hein, qui pour les internes, les externes et c'est quelque chose qui est très apprécié, vraiment. Parce que justement, ça nous rappelle que la médecine, si elle est une science, elle est aussi un art de la relation humaine et que, ça suppose beaucoup d'autres choses que les seules connaissances scientifiques qui sont essentielles, hein. C'est une partie du care, mais du soin, mais il y a tout le reste et donc ça permet d'aborder des questions comme celle de cet après-midi, par exemple. Donc ça bouge. Ça bouge. À Lyon, ça bouge, on a des modules, mais c'est encore optionnel, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Donc voilà, on essaye de faire bouger les choses pour que ce soit la même chose pour tous les étudiants, que ce ne soit pas simplement une option parmi d'autres. Merci. Il y a aussi, oui, il y avait donc une réflexion aussi. Alors, il y a beaucoup de remerciements, hein. Je ne vais pas tous les lire, vous les verrez après dans le chat. Merci. Ouais. Il y avait aussi, donc oui, merci, c'était passionnant. Alors,
un rapport aussi aux enfants qui sont très sensibles à ce sujet et les enseignants parfois mal à l'aise devant ces discussions et ces questions. Et du coup, enfin, Mm. merci justement pour avoir apporté Mm. des éléments De en réflexion, tout cas ouais. Ouais. de réflexion et de repères par rapport à ces questions. Au sujet, ouais, ouais, bah, l'idée, c'était mon idée de faire quelque chose, vraiment assez généraliste parce que le soin, c'est un domaine particulier, mais je pense que dans tous les éléments, on peut les appliquer différemment peut-être selon les thèmes. Mais oui, je vois ce que Nathalie, vous dites. Effectivement, au pire, on pourrait faire les 2, utiliser les termes techniques, mais s'assurer que l'autre a compris. Je pense que c'est une option aussi, hein. D'ailleurs, parce que des fois, on peut manquer de précision, comme vous le disiez Nicolas tout à l'heure. Se dire que d'un côté, on vulgarise, mais de l'autre, l'information, elle est pas loyale par rapport à ce qui est. Donc on peut aussi, cheminer avec le patient et apprendre des choses au patient à ce moment-là, hein. Dans la perspective du soin aujourd'hui, il y a beaucoup cette idée de faire avec le patient, l'éducation thérapeutique, lui apprendre des choses sur sa maladie, vraiment. Dans les maladies chroniques, ça marche beaucoup comme ça. Donc, on est aussi dans une, information au patient qui est une information en même temps qu'une pédagogie, quoi, d'une certaine façon, donc pourquoi pas? Je sais pas, Frédéric, si tu vois d'autres questions qui sont laissées en suspens. Non, je crois pas en avoir relevé d'autres. Après, c'est vrai que bon, bah, on aurait pu encore discuter, hein, notamment du statut des enfants malades ou Oui. de l'enseignement à l'hôpital aussi pour les enseignants qui sont détachés dans les hôpitaux. Ouais. Juste aussi rebondir, si on vous avait fait intervenir à ce moment, Elodie, c'est que la prochaine session, c'est Agathe Delanoë qui interviendra et elle, on voulait plus la faire intervenir parce qu'elle a fait des ateliers à l'hôpital Sainte-Anne à Paris avec des adolescents en Ah oui? psychiatrie et voilà, ça nous semblait donc là, c'est vrai que le titre, je vous mets le lien c'est le 18, Mmh. hein, c'est dans 15 jours. C'est vrai que le D'accord. titre, bon, évoque la construction de l'identité chez l'adolescent, Mmh. mais elle va bien venir témoigner des ateliers qu'elle a mis en D'accord. place à Sainte-Anne. Et c'est vrai que Super. là, les deux sessions, voilà, résonnent aussi Sont ensemble. complémentaires? Super. En tout cas, moi, je recommande la lecture de vos articles, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a un Mmh. que j'ai mis dans le chat qui s'appelle Relation aux soins à l'épreuve du mensonge, enfin que vous Mmh. aviez publié il y a une dizaine d'années et qui Mmh. reprend vraiment bien la trame aussi de ce que vous avez Oui. présenté aujourd'hui. Absolument, Et, absolument. euh, et voilà, donc de toute façon, vous nous transmettrez votre support et puis on le donnera aux Ouais, participants. Et si vous avez les ouais. moindres questions, Elodie vous a donné son mail, nous on est toujours là aussi pour relayer, donc n'hésitez pas ou à la contacter directement ou à passer par nous, en tout Et cas. c'est vrai que pour le coup, le webinaire est bien tombé aussi avec l'actualité, justement, Mmh. par rapport à la crise de Mmh. la médecine en ce moment. Ouais. Et du coup, poser la question de la temporalité par rapport à ces questions et par rapport justement aux pressions économiques qui sont associées, ça permet aussi de peut-être comprendre un peu mieux aussi les problématiques liées à Mmh. l'hôpital de Mmh. manière générale et à la Ouais. médecine. C'est Mmh. difficile du coup de faire de la pédagogie, d'avoir des moments enfin de prendre en compte le patient quand on est dans Mmh. une dynamique aussi Mmh. d'usinage quoi, de, Absolument. Il y a du le soin le quoi. comi le comité consultatif national d'éthique, dont le dernier avis traite de la crise de l'hôpital justement et on revient finalement sur cette confrontation entre un soin qui est millimétré dans un hôpital un peu entreprise, à la réalité du soin qui a besoin de moments, qui a besoin de choses qui sont pas quantifiées avec les systèmes de tarification à l'activité. Donc c'est vraiment intéressant, ça rebondit sur des choses qu'on a dit, aujourd'hui. Donc c'est son dernier avis, le CCNE sur ce sujet-là, en tout cas très actuel. En tout cas, Et merci puis, beaucoup pour. Oui, pardon, vas-y. oui, mais non, je voulais juste dire une dernière chose sur ces espaces de réflexion éthique en région. Effectivement, hein, enfin si comme on fait toujours chaque année, enfin n'hésitez pas après à nous faire des retours d'expérience ou d'analyse de pratique. Mmh. Mais c'est l'intervention de Blandine là qui m'y fait penser, qui dit bravo pour les étudiants, ils ont besoin d'espace pour parler d'éthique. Et, Mmh. et voilà, c'est vrai tout le monde connaissait pas forcément l'existence de Ah ces ouais, c'est espaces. Je ça. pense qu'ils ont été très bien présentés par vous, Elodie. Et donc là, si dans les participants, où vous allez dans ces espaces, où vous menez un atelier philo, n'hésitez pas à Mmh, nous le faire avec plaisir. remonter. Et Ouais, on fera une capsule une aussi, que ce réplique. soit vous, Elodie, ou les participants aussi, hein, évidemment. Avec plaisir.
Avec plaisir. Et du coup, il y a Nathalie qui demande, Élodie a évoqué l'organisation d'événements, comment les connaître. Là, je pense que c'était la newsletter de votre espace éthique, hein. C'est ça, donc vous pouvez m'écrire. Alors soit vous m'écrivez pour que je vous inscrive, soit vous allez directement sur le site et c'est en bas à droite de la page d'accueil. Vous inscrivez à la newsletter et on en fait partir fréquemment pour vous informer des événements. Bon, bah, très Très bien. bien. Ben, merci infiniment, Élodie. Rendez-vous dans 15 jours pour une session avec Agathe Delanoë. Et excellent après-midi à vous toutes et tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Élodie.